Bonjour, puis bienvenue aujourd'hui sur un webinaire ou une petite entrevue qu'on fait avec Ambre Prieur sur la dépression, le burn-out et la mission de vie. Donc, en premier lieu, bonjour, puis j'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu aux auditeurs de Mon Carrefour Web, si ça te tente. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Ambre Prieur et je pense que comme ça s'entend, je suis française, l'accent français. Et pour ma présentation, on va faire, on va dire succinctement parce que il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je suis née en France. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Chartres. C'est à 1 heure de Paris. Et j'ai fait des études pour être infirmière. Donc, j'ai fait 3 ans d'études en France où j'ai eu mon diplôme d'infirmière et j'ai exercé que 8 mois parce que j'ai arrêté à la suite d'un burn-out. Mm. Et burn-out mêlé à une grosse crise existentielle où j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais qui m'a fait prendre un autre chemin. Et durant toutes ces années, parce que ça c'était en 2018 où j'ai arrêté de travailler en tant qu'infirmière, et j'ai fait tout un cheminement pour arriver à venir ici au Québec et me former en tant que massothérapeute et exercer en tant que massothérapeute aujourd'hui au Québec. Voilà un petit peu. Oui, écoute, c'est super le fun de voir justement l'espèce disons, de cheminement que tu as pu faire là-dessus. Là. C'est quand même vraiment intéressant de voir parce que je sais que la massothérapie, puis, tu sais, c'est quand même connexe, c'est pour la santé, puis tout ça, mais c'est quand même le fun de voir que, tu sais, c'est quelqu'un comme toi qui a décidé en premier lieu d'être une infirmière, qui a décidé après d'aller dans la massothérapie. Je trouve ça très intéressant comme cheminement. Donc, oui, c'est ça. Non, OK. Aussi, on a commencé à parler, justement, tu as dit un peu que tu as justement eu un burn-out. Donc, ça serait comme la première section, dans le fond, de notre entrevue, c'est de pouvoir justement comme parler un peu de comment comprendre la dépression, comment comprendre le burn-out, puis, en premier lieu, savoir aussi justement quelles sont les différences puis les similitudes entre une dépression puis un burn-out. Donc, j'aimerais en premier lieu que tu puisses me partager, en fait, que tu nous partages ton vécu avec ce burn-out-là que tu as fait. Dans le fond, qu'est-ce qui a été mis en lumière durant ce burn-out-là? C'est quoi qui a eu en fait, c'était quoi les impacts que ça a eu dans ta vie quotidienne? Un petit peu tout ça. Oui, avec plaisir. Déjà, je pense que après ça dépend de chaque personne. Mais déjà, dans mon parcours avant de faire infirmière, j'avais déjà eu, je pense, une dépression. Donc là, c'était pas un burn-out, mais une sorte de dépression. La première fois où, à l'époque, mon premier petit copain m'avait quittée. Donc ça, c'est vraiment, comme on dit, la dépression réactionnelle, c'est suite à un événement où, en fait, j'avais pas les moyens de m'en remettre émotionnellement. Et ça s'est installé petit à petit avec le temps. Et ça a mis beaucoup, beaucoup de temps pour revenir, me sentir un peu mieux. Et après, la vie a fait que j'ai enchaîné tout de suite dans les études d'infirmière. Et en fait, ces études-là m'ont demandé beaucoup. Je pense que s'il y a des personnes qui sont dans le domaine et ils savent de quoi je parle, c'est très, très intéressant. Mais c'est plus au niveau des stages et quand on est dans la pratique réelle, où là, moi, pour ma part, je n'étais pas préparée, où je sortais du lycée. Donc, le lycée, c'est à peu près vers 17 ans, 18 ans chez nous. Donc, je crois que c'est le cégep chez vous. J'arrive jamais encore à bien déterminer ça. Et on va dire, on est un petit peu insouciant, on est encore, voilà, encore jeune. Et là, d'être directement dans cette étude-là et de côtoyer la maladie, la mort dès la première année, ça met en question déjà beaucoup de choses. Oui. Et ces études, en fait, étaient très, très intenses où il fallait savoir beaucoup de choses, être tout le temps performant. Dans les stages, il fallait y arriver, quoi. C'était plus, après moi, je pense que je me mettais aussi une pression moi-même, parce que vouloir de bien réussir, etc. Et ma dernière année d'infirmière, c'est là où je pense que ça a basculé, où ça a été l'année la plus dure que j'ai eue, où j'avais mon premier stage de la première année, c'était aux urgences. Donc, ça demande même à être très, très performant, d'être très au taquet, de comprendre les choses. Et en fait,
tellement que j'étais stressée, j'avais des angoisses, j'avais des trous de mémoire, donc j'avais du mal à faire les liens, à être efficace. Et on me demandait encore plus d'être efficace. Mais mon corps, déjà, à ce moment-là, il me disait non, tu peux pas, quoi. Et en plus de ça, c'est après que j'ai su plus tard que j'étais déjà hypersensible. Donc, je captais beaucoup de choses, je captais beaucoup les émotions des autres. Et on sait bien que dans les hôpitaux, c'est pas les lieux les plus hauts vibratoirement, on va dire, ou les plus agréables. Donc, le condensé des études, de la pression, du stress, de tout ça fait que j'ai réussi à avoir mon diplôme à la fin de mes 3 ans. Mhm. Et après, il fallait se jeter dans le bain pour travailler, même si je ne me sentais pas vraiment prête, parce que je me disais, mais je me sens pas prête, il y a encore tellement de choses que je dois apprendre. Et j'ai quand même j'ai exercé 8 mois en hospitalisation à domicile. Donc, c'est vraiment d'aller au domicile des patients pour des soins qui sont assez on va dire complexes, où il y a des soins, des pansements stériles, des poses de perfusion, il faut refaire des perfusions, des choses qu'on trouve à l'hôpital, mais qui peuvent être dans des services où il y a plus de soins techniques, on va dire. Et, Oui. et à cette période-là, en fait, déjà dès fin 2017, je sentais que ça allait pas. Beaucoup de fatigue, énormément d'angoisse, d'anxiété. Je commençais à pleurer pour rien. Même, on avait beau, mais ma mère était beaucoup présente pour me rassurer, pour me dire, mais ça va aller. Et en fait, c'est une spirale où, en tout cas pour moi, on avait beau me dire autour de moi, mais ça va aller, il faut prendre du recul, mais j'y arrivais pas. J'étais dans une spirale d'angoisse, de stress, que je n'avais pas assez d'espace pour prendre du recul et voir ce qui se passait. Et en fait, c'est un moment où j'allais au travail avec la boule au ventre, je faisais que de pleurer. Et là où je me suis dit, bon, non, il faut que j'arrête. Et en fait, j'ai arrêté après 8 mois de travail et je me suis dit, ça ne me correspond pas, quoi. C'est pas comme ça que je soignais les gens. Il y a autre chose qui m'attend, je sais pas quoi, mais et là, c'est une question. Après, je pense que chacun est différent là-dessus. Moi, je suis assez intuitive et là, Mhm. c'est clairement arrête-toi, arrête-toi, parce que sinon. Et en fait, j'étais complètement épuisée, j'étais fatiguée, j'aurais pu dormir tout le temps. Ouais, fatiguée, des trous de mémoire, des angoisses, un rien m'angoisser, juste de voir des gens, après de retrouver on va dire, tout ce qui est social, de partager des choses avec des gens que je connaissais pas ou l'inconnu, ça pouvait me faire très peur. Alors qu'en même temps, je voulais cet inconnu, donc c'était un peu une dualité un peu particulière. Mais, Mhm. mais ouais, je pense que ouais, c'était ça ma première expérience de burn-out où là, je me disais, faut que ça s'arrête. En Oui. sachant que j'avais aussi une maladie de la thyroïde, donc je pense que ça joue énormément sur les émotions, sur plein de choses, donc ça a précipité la décision d'arrêter infirmière. Oui. Oui, puis Ouais. ça me fait penser à une question justement que j'aurais voulu te poser aussi. C'est justement comme une fois que tu as décidé d'arrêter, tu t'es dit, OK, c'est fini, je suis pas capable, faut absolument que j'arrête tout ça. Est-ce que ça a été quelque chose de facile pour toi à faire ou ça a été quand même difficile de dire, OK, je peux pas continuer dans le domaine c'est comme pour être infirmière puis tout ça, je peux Mm. pas continuer dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a eu pour toi comme cette espèce d'attachement avec les études que tu as fait avant, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes ici, justement, avec un burn-out qui s'accrochent beaucoup à qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, à la carrière qu'ils ont, parce que justement, ils se disent, bon, bien, j'ai travaillé fort pour être jusque-là, tu sais, pourquoi, si j'arrête, c'est comme si tout ce que j'avais fait avant, c'était pour rien. Donc, Mm. il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça. Je voulais savoir si toi, ça a été un peu comme ça que tu as pensé à ça ou... Ouais, ça me parle beaucoup parce que on va dire que le chemin qu'on prend, des fois, ça prend sens au bout de plusieurs années et c'est pas tout de suite qu'on le voit. Mhm. Et moi, quand j'ai arrêté, vraiment, c'était pareil, mon intuition, je sentais que c'était le moment, mais j'avais des membres de la famille qui comprenaient pas, qui disaient, bah, Mhm. attends, t'as fait 3 ans d'études, t'es infirmière, c'est quand même un métier reconnu, c'est quelque chose. Il y avait beaucoup cette notion de métier reconnu, bah, t'as fait tout ça pour rien, là, t'arrêtes. Déjà que j'étais pas bien, ça rajoutait de la culpabilité, ça rajoutait encore Mhm. ça montrait aussi des croyances encore, je pense, limitantes, que ce soit dans la famille ou soi-même, où on nous dit, bah, tu as choisi, il faut aller jusqu'au bout et faut pas s'arrêter en gros. C'est-à-dire, Mhm. l'ancienne génération, c'était je veux dire, sans mettre la faute à quiconque ou quoi, c'était on avait un métier, on y reste et voilà, on a fait notre carrière, on a fait notre vie, on est marié, on a des enfants, tout va bien.
Sauf que maintenant, je pense on est vraiment en évolution de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment dans nos vies, qu'est-ce qu'on veut vivre et est-ce que j'ai le choix dans tout ça? Et, Mhm. et ça a été un gros travail, ça est toujours, je pense que c'est le travail d'une vie, mais un gros travail de déconditionnement, de se dire, bah, quelles sont mes croyances limitantes par rapport à ça? Qu'est-ce que je porte? Parce qu'il y a aussi tout ce qui est du karma familial, un peu, de se dire, bah, le travail, je sais que du côté voilà, de mon père, je sais que c'était quelque chose de très, très important, qu'on était accepté par le travail, qu'on était aimé, entre guillemets, par le travail. Donc, on porte ces croyances-là qui ne sont pas forcément à nous, et quand on s'en rend compte, on se dit, ah ouais, non, mais en fait, c'est pas à moi, et je veux faire autrement, je veux vivre autrement, et pas de la façon dont mes ancêtres ont vécu, et c'est bien, c'est-à-dire ils ont vécu comme ça parce que c'était l'époque et c'était comme ça et c'est bien correct. Mais maintenant, on est dans une ère où on peut se défaire de beaucoup, beaucoup de choses et de choisir la vie qu'on a envie de vivre, même si ça demande énormément d'énergie, je trouve. Peut-être Mhm. moins matin parce que tout va très, très vite. Mais après, c'était pas il y a si longtemps, mais 2018, ça m'a demandé ouais, ce saut vers l'inconnu, où j'ai fait beaucoup de sauts de la foi, où je ne savais pas où j'allais, et d'avoir confiance en la vie et de se dire, bah, j'y vais. Mais c'était une période où j'étais complètement perdue. Mhm. Bah, je sais pas ce que je veux, je sais pas, je sais plus qui je suis. J'ai vraiment une crise existentielle très profonde. Et après, c'est ça qui m'a ouvert plus à la reconnexion à soi. Moi, je parlais de ça, Mhm. là où ça m'a amené sur un chemin un peu plus ésotérique. Donc, même si j'ai une base très scientifique, très cartésienne et que j'ai toujours, parce qu'on en a besoin, on vit dans un monde matériel, mais il y a aussi ce déclic-là de se dire, bah, en fait, on n'est pas que matériel et qu'on a une énergie, on a quelque chose en nous qui est bien plus grand que ce qu'on croit. Et c'était d'aller à la rencontre de ça, en fait. Et, euh, Mhm. et mon cheminement m'a amené à rencontrer, par exemple, un chaman, où ça a été une personne clé dans mon cheminement pour me dire, bah, de revenir à l'essentiel, de revenir à la nature, de revenir à bah, qui je suis moi. Et j'ai envoyé cette interrogation dans la vie et les années d'après, la vie m'a répondu en m'envoyant des situations pour que j'apprenne à me retrouver, on va dire. C'était, Mhm. donc, c'est vrai que c'est pas un fleuve tranquille, comme on dit, mais c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin, même si des fois c'est dur. On apprend Mhm. des choses. Ouais. Oui, c'est effectivement assez difficile pour n'importe qui a justement un burn-out ou qui tout simplement décide de juste complètement changer de carrière ou quoi que ce soit. Je trouve que le terme carrière est encore trop justement intégré dans la société comme étant, bon, c'est quelque chose que tu vas commencer, que tu vas étudier, que tu vas terminer ta vie à l'intérieur de ça. Mais Mm. c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire en moi, puis aussi avec les personnes avec qui que je parle, parce que pour moi, personnellement, d'être capable d'avoir ces savoirs-là, c'est justement ça, c'est des savoirs. Donc, tu sais, c'est pas parce que justement une personne se met à étudier pour devenir infirmière ou pour devenir scientifique ou pour peu importe quel type de carrière qu'il pourrait y avoir, c'est pas parce que cette personne-là décide de faire ça qu'elle va être obligée de continuer à faire ça le reste de sa vie, tu sais. Puis c'est Mm. quelque chose que j'aimerais de plus en plus que les gens puissent apprendre, puis qu'ils se sentent pas nécessairement mal non plus de ça. Parce que comme tu dis, justement, les générations d'avant, eux, c'était comme ça que ça fonctionnait. Eux, ils ont continué à faire ça, puis ils se sont dit, moi, je rentre dans une voie, puis je la continue jusqu'à temps que ce soit le temps d'aller à la retraite ou tout ça, ou que je puisse tout simplement plus travailler. Puis par la suite, là, je fais quelque chose d'autre, tu sais. Mais on voit aussi beaucoup qu'il y a des personnes qui ont eu justement des burn-out, des dépressions, mais que c'était pas quelque chose qui était encore très bien vu, qui était très bien étudié, très bien mis sur le plateau d'argent, je dirais, des gens. Donc, c'était quelque chose d'un peu plus tabou. Mais plus on en apprend, puis plus on voit que ça a toujours fait partie de cette espèce de fonctionnement-là. La carrière et le burn-out, je trouve que c'est très, très relié. Puis j'espère vraiment justement que les gens vont pouvoir, ceux qui se sentent vraiment mal à l'intérieur de qu'est-ce qu'ils font, qu'ils puissent avoir le courage que tu as eu justement de pouvoir se dire, écoute, ça fait peur, mais
il faut que je change, il faut que je vais faire quelque chose d'autre. Puis, comme là, présentement, tu fais quelque chose que tu aimes. Bah, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est pas une fatalité parce que mon cheminement, la question que tu me disais, c'est que j'ai eu beaucoup de colère en me disant, mais pourquoi j'ai souffert pendant 3 ans? Je me suis donné autant de mal que j'ai arrêté et je comprenais pas en fait. Et au fur et à mesure de mon cheminement, où après j'ai découvert la masso en 2019 en France, j'avais commencé avec plus le massage californien intuitif, donc pareil, très relié à masser, mais sans grand protocole, plus avec ce qu'on ressent du corps de l'autre. Donc j'ai pu aussi apprendre à faire le lien entre les émotions, le corps, beaucoup de choses là-dessus. On pourrait en parler pendant longtemps. Mais c'est qu'après, j'ai vu que sur mon chemin, en 2022, je me suis formée 1 an en naturopathie aussi en France. Et là, ça commençait à prendre sens en me disant, bah, et ben là, mes 3 ans d'infirmière, ils m'aident parce que j'ai fait toute l'anatomie physiologie. Là, oui, il y a des choses à réviser, mais au moins, ça, je connais, ça, je connais. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire les liens, c'est beaucoup plus simple de comprendre. Et là, ça commençait à avoir du sens, en fait, mon parcours. Et après, en arrivant ici, en faisant pareil mon cours de massothérapeute, on a revu de l'anatomie physiologie, bah, je me dis, bah, moi, j'ai encore des choses à réviser, puis on apprend toujours. Mais j'ai déjà fait le gros bloc avant. Et si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être plus galéré maintenant, ou il y aurait des portes qui auraient peut-être été fermées. Donc c'est vraiment ça. Je me dis, il faut pas. Rien n'est acheté dans notre parcours, même si sur le moment, on ne comprend pas ce qui nous arrive, qu'on est dans le flou, qu'on s'en veut pour certaines choses, que rien n'arrive par hasard et on a toujours des choses à comprendre. Et ça, c'est important, je trouve. Ouais. Oui. Donc, juste pour pouvoir faire une parenthèse pour les gens qui écoutent puis tout ça, je voulais essayer un peu d'expliquer qu'est-ce qu'on peut ressentir. Tu as déjà dit qu'est-ce que tu avais ressenti quand tu as commencé à avoir ton burn-out. Il y a effectivement justement l'épuisement physique et mental qui est souvent très intense, justement. Il y a aussi, pour certaines personnes, il va y avoir un sentiment aussi de détachement émotionnel. Soit face au travail, face aux responsabilités ou aussi aux deux. Donc, des fois, ça peut être aussi simple que d'aller quand même travailler, mais de se dire, j'ai pas, tu sais, comme par exemple, toi, tu étais avec des patients, il y a des gens alentour de toi, ça pourrait être aussi simple que une personne en burn-out arriverait à ce moment-là à son travail, puis se dirait, mais un peu comme, mais je veux pas, mais je m'en fous un peu de qu'est-ce qui se passe présentement, tu sais. Ça peut arriver à plusieurs personnes. Pour les responsabilités, c'est la même chose aussi. Ça peut être des responsabilités qui sont à la maison aussi. Donc, si jamais il y a des sorties sociales ou des choses comme ça que tu es censé vouloir faire avec tes amis, que là, soudainement, tu ne veux plus du tout en faire, que ça ne te tente pas de t'occuper du chien que tu as, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi amener à penser qu'une personne pourrait peut-être être en burn-out. Il y a aussi l'irritabilité, le cynicisme et la démotivation aussi. Donc, justement, là, on revient à « mais pourquoi je fais ça? » Comme on ne voit pas la fin, on finit par être souvent très émotif là-dessus aussi, en se disant « quand est-ce que ça va finir? » Comme je veux souffler un peu, mais je ne suis pas capable. Il y a la diminution de l'efficacité au travail aussi. On s'entend que si le burn-out est au travail, on finit par être au travail, puis tout ça, on se dit, écoute, je suis plus capable, mais c'est sûr que ça va se refléter à un moment donné aussi, tu sais. Là, on s'entend, il y a aussi un burn-out qui est à haut fonctionnement. Ça aussi, ça peut arriver. Donc ça paraît pas nécessairement à l'intérieur de la diminution de l'efficacité, mais les personnes qui ont le burn-out eux-mêmes peuvent le ressentir. Peut-être que ça paraît pas alentour, mais eux vont le ressentir. Puis, il y a aussi d'autres symptômes physiques, comme justement des maux de tête, des troubles digestifs, des douleurs musculaires, des troubles de sommeil. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais amener. Est-ce que dans ce que je dis présentement, il y avait autre chose que tu fais, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà eu ça ou... Bah, je suis d'accord avec tout ça. Et puis, comme on dit, chacun est différent, donc chacun peut vivre différemment. Moi, après, il y avait beaucoup la quête de sens aussi, est-ce que ça a du sens de ce que je fais?
Oui. Mais c'est surtout pour moi le burn-out comparé à la dépression. La dépression, je le verrais plus comme un état, on va dire, plus psychologique de base. Il y a Oui. peut-être un élément déclencheur, mais d'un coup, ça vient atteindre au niveau émotionnel, psychologique. Alors que le burn-out, de base, c'est physiologique. C'est que le corps, en fait, il est épuisé. Et on a beau se dire, bah non, parce que moi, dans mon cas, j'avais conscience de ça. C'était mes émotions qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête. Mais d'autres personnes peuvent se réveiller du jour au lendemain et ne plus pouvoir marcher. Et en fait, c'est leur corps qui dit stop, stop, stop. Et, ou Mhm. alors être malade ou avoir quelque chose qui leur arrive pour leur dire, bah, là, il faut que tu t'arrêtes. Et, euh, et d'un point de vue physiologique, quand on est en burn-out, c'est qu'on a tellement demandé à son corps, on a tellement été dans, bah, il y a un stress, ok, je fais face au stress, sauf que normalement, le stress, on est des mammifères, ça devrait être juste, soit je fuis, soit j'attaque. Sauf Mhm. que ce stress, actuellement, dans nos sociétés, on l'a H24, que ce soit au travail, que ce soit dans les transports. Moi, je vois, je prends le métro, le transport en commun, j'en peux plus. C'est bruyant, il y a de la lumière partout. Ça, c'est des stress pour le corps. Oui. Que ce soit dans la famille, parce que le burn-out, on le met beaucoup du côté du travail, mais je pense que ça peut être aussi familial si on gère le travail plus la famille, ça va pas avec notre conjoint ou il y a quelque chose dans la relation, ça va pas, ça fait monter plein d'émotions, bah, à force, le corps se fatigue. Et en Mhm. fait, d'être tout le temps en état d'alerte, de stress, ça fait surgir, on va dire, le corps va produire beaucoup d'hormones de stress. Au début, plus de l'adrénaline, noradrénaline, la cortisol. Mais après, d'être dans cet état constant, il va y avoir de plus en plus de cortisone. Et ça, c'est une hormone vraiment du stress qui va venir faire de l'hyperglycémie, donc faire une hausse de la glycémie. On peut avoir du mal à perdre du poids. Ça peut venir en concurrence avec d'autres hormones comme la mélatonine, et du coup, on a des troubles du sommeil. Et en fait, ça vient détraquer tout. Et comme dans le corps, tous nos systèmes glandulaires sont en lien, il y a toujours des rétrocontrôles positifs, négatifs. Tout le monde se dit bonjour, coucou à tout le monde. Il suffit que ces petites glandes surrénales qui sont sur nos reins soient épuisées à force d'être tout le temps dans ce stress, et ben la pyramide s'effondre. Et là, le corps, en fait, il lâche. Et la personne ne comprend pas. Il peut se dire, bah, pourquoi d'un coup, je ne peux plus me lever, je ne peux plus aller travailler. Alors que le mental, il essaye encore de y aller en se disant, mais non, je suis capable, je machin. Mais le corps, il dit stop parce qu'en fait, il est épuisé d'avoir été dans un état constant de stress. Et vraiment, pour ça, c'est de s'éloigner de la cause qui a causé ça. Donc, c'est-à-dire de quitter son travail ou d'être en arrêt, d'accepter de prendre du temps pour se reposer. Parce que pour refaire tout ce système-là, c'est beaucoup, beaucoup de repos, du temps. Et ce temps mène, après, chacun en fait ce qu'il veut, mais souvent, ça mène à une réflexion plus profonde de se dire, bah, comment j'en suis arrivée là? Comment j'ai fait pour me prendre le mur sans même pas, je ne l'ai même pas vu venir. Et là, je suis à l'arrêt total. La vie m'a mis à l'arrêt total. Et qu'est-ce que j'en fais de ça? Et il y a beaucoup de gens qui, peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup en étant dans cet état d'arrêt obligatoire qui se remettent en question, comme par exemple avec le Covid, où on a tous été en arrêt. Il y a plein de Mhm. gens qui ont changé leur direction de vie en se disant, mais en fait, ce que je faisais jusque-là, ça n'avait pas de sens. J'en sais rien, par exemple, je suis trader, mais en fait, dans le fond, j'ai envie de faire de la musique. Et bah, la personne a pu prendre le temps pour penser à ça, déconstruire des peurs, des croyances limitantes et se dire, bah, là, je me lance dans la musique. Qu'est-ce qui m'en Mhm. empêche? Personne. Il y a juste moi. Comme on dit, on est notre propre bourreau en se disant, bah, non, je suis pas capable, bah, non, je pourrais pas faire ça. Ah, et puis le regard des autres. Et en fait, faut suivre, je pense que c'est important de suivre la voie de son cœur et de sa joie intérieure, de se dire, bah, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait du bien, et de suivre aussi, tout est en interconnexion, donc la vie nous envoie aussi des signes. Après, c'est d'être à l'écoute de ça, mais voilà ce que je pouvais rajouter un petit peu sur le burn-out au niveau du corps. Oui. Oui, non, écoute, je suis totalement d'accord avec ça. Puis, je trouve que qu'est-ce qui est difficile aussi avec le burn-out, comme avec la dépression, mais le burn-out spécifiquement, c'est que c'est très, très rare que quand on va aller faire, admettons, on va aller voir un docteur, puis tout ça, puis ils vont nous faire prendre des prises de sang, des choses comme ça. La plupart du temps, les tests qu'il va y avoir ne montreront pas nécessairement qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps, tu sais. Ça arrive souvent, justement, que ça fait, ben non, tout est normal, tu sais, tous les tests sont normaux, mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui va mal, tu sais, qu'il y a quelque chose qui va pas en toi, puis tout ça. Tu le ressens, le stress, tu ressens les choses qui finissent par, tu sais, comme tous remonter, tout ça, la fatigue extrême, puis après ça, tu te dis, oui, mais si tout est beau du côté de mes tests que j'ai faits, mais
est-ce que c'est dans ma tête, tu sais, mais la plupart du temps, la réponse est non. Il y en a beaucoup qui vont dire, ah oui, oui, c'est dans ma tête finalement, mais non, non. La plupart du temps, c'est vraiment justement un signal qui va amener à se dire, écoute, il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, il faut que tu essaies de trouver c'est quoi. C'est Donc, ça. oui. À se remettre en question. Et puis après, les tests, c'est vrai que au Québec, je sais pas trop, mais en France, il y a beaucoup de choses où les médecins sont, voilà, il manque de formation sur certaines choses. Mhm. Il y a des médecins qui sont très ouverts et qui sont formés en micronutrition ou autre, donc ils savent et ils prescrivent les bons tests et ils trouvent les bonnes choses. Mais il y en a beaucoup où c'est un peu la vieille école et soit où moi je suis déjà tombée sur une médecin, c'était ah mais c'est dans votre tête. À force qu'on avait fait plein de tests, c'était dans ma Mhm. tête. Mais après on a découvert que j'avais la maladie de thyroïde, donc ça joue aussi. On a découvert d'autres choses et là on se dit ah c'est pas forcément que dans ma tête. Et ça ne devrait être plus tolérable à notre époque qu'on dise ça, que ce soit pour ça, que ce soit je prends aussi le cas de l'endométriose, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, où on disait aux femmes, c'est dans votre tête, alors que non, on met presque 7 ans à déceler, diagnostiquer une endométriose, alors que juste parce que sur les IRM ou échographies, des fois on ne le voit pas, alors mais Mhm. elle existe, et des médecins qui disent c'est dans votre tête, mais parce qu'ils n'ont pas fait assez d'exploration, et c'est la pire chose qu'on peut dire à quelqu'un qui est en souffrance. Donc je Oui. pense qu'il faut vraiment avoir confiance en ce qu'on ressent et d'aller aussi chercher par soi-même, je pense, de faire des recherches. Après, des recherches, c'est pareil, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, mais de ressentir quelle est la personne qui nous parle, où ça vibre, où ça nous parle vraiment dans notre vérité. Et je pense que c'est important, ouais, ça de... Oui. C'est vraiment effectivement important. Puis pour répondre à ta question, c'est pas mal la même chose ici au Québec. Malheureusement, c'est encore beaucoup de la vieille école, je dirais. Puis le système de santé est tellement encombré ces temps-ci, puis en Mm. fait depuis des années, que la plupart du temps, les médecins ou les médecins de famille ou peu importe quel médecin que tu vas aller voir, n'ont pas nécessairement le temps de prendre le temps non plus de poser les bonnes Mm. questions, puis tout ça. Il faut il faut que tu arrives avec les points spécifiques que tu veux parler. Puis, tu sais, nous non plus, on n'a pas le temps nécessairement de ça. Donc, c'est comme très mal fait, je dirais. Ça, Mm. ça aurait besoin d'une bonne réforme. Mais malheureusement, c'est Oh ça, ça. oui. Ça prend du temps. Bah, c'est ça. Bon, je pense qu'en France aussi, de toute manière, c'est en train de s'effondrer le système système de santé. Malheureusement, c'était un des meilleurs du monde et tout est en train de s'effondrer parce qu'on n'y met pas les moyens. Après, ça, c'est une question de politique, mais on se comprend. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est important ouais, de s'écouter par rapport à ça. Et je voulais dire autre chose, mais ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. C'était, oui, par rapport à ça, voilà. Que les médecins, ceux qui sont pas tellement formés, ou comme on dit, ils n'ont pas le temps, ils ont tellement de patients, c'est, bah, t'es comme ça, bon, bah, je te mets des antidépresseurs. Mais non, Oui. arrêtez avec ça. Quand je vois, même là, en tant que massothérapeute, parce que je travaille dans un spa, mais aussi en clinique, et je vois le nombre de personnes de plus en plus jeunes qui sont en dépression ou qui prennent des antidépresseurs, mais je ne suis pas contre les médicaments. Des fois, il en faut pour une béquille. Sauf que c'est la première approche qu'on donne, alors qu'en vrai, c'est pas, pour moi, c'est pas la première chose à faire. C'est plutôt d'aller voir bah, qu'est-ce qui se passe, de voir si on peut voir une psychologue ou une psychothérapeute, de commencer à faire un travail sur soi. Et après, ou si vraiment il y a une extrême d'urgence de risque suicidaire ou autre, oui, pourquoi pas donner des antidépresseurs tout de suite. Mais la plupart des gens ne sont pas dans cette situation et c'est tout de suite, on a à peine le temps de les écouter, de savoir leur situation, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Antidépresseurs ou anxiolytiques et basta. Au revoir, Oui. monsieur, madame. Et voilà. Alors qu'il y a tellement de choses à faire au naturel et puis on est dans une société de l'immédiat. Ah, j'arrive pas à le dire. Que tout est tout de suite. Donc, Oui. c'est en gros, je suis pas bien, donnez-moi une pilule médecin que j'aille mieux. Sauf que c'est juste un pansement qui va être mis sur la plaie, sauf qu'en attendant, la plaie, bah, elle va s'infecter, elle va devenir de plus en plus dégueu. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on aura fait? Ah, quand on va retirer le pansement, on va dire, ouh là là, c'est encore pire qu'avant. Oui. Bah ouais, tu t'y es pas penché. Donc c'est ça, je pense qu'il faut prendre conscience que la guérison, c'est du temps, c'est de l'investissement en soi, que ça se fait pas du Mhm. jour au lendemain et que c'est un chemin en fait. Et Oui. après, chacun a son chemin de guérison. Comme on dit, il y en a, ils vont guérir par l'hypnose, d'autres, ce sera la naturopathie, d'autres, ce sera autre chose. Il faut trouver son truc à soi et il n'y a pas de mode d'emploi là-dessus, quoi. C'est C'est vraiment. ça.
C'est ça. Puis effectivement, comme tu dis justement avec le pansement, tu sais, ce que je trouve un peu plate justement, c'est qu'une fois que le pansement est enlevé, puis justement là on voit, écoute, ça s'est infecté, puis tout ça, la plupart du temps, ce qui va se passer le plus rapidement, ça va être OK, bon, ça s'est infecté, on va augmenter la dose. Au lieu de dire, OK, ça n'a pas fonctionné au départ, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Non, on va augmenter la dose tout de suite. Puis c'est comme rajouter un autre pansement par-dessus un pansement. Puis c'est ça. Je suis totalement d'accord, justement, d'avoir ces antidépresseurs-là pour pouvoir avoir une béquille, justement. Mais c'est ça, c'est que pour moi, personnellement, c'est aussi une béquille. Donc, c'est quelque chose que tu prends pour être capable de te donner l'énergie d'essayer de trouver quoi changer. Et encore une fois, il y en a justement que ça va être, c'est quelque chose qu'ils sont obligés d'avoir. Ils ont de l'anxiété chronique, ils ont ça depuis qu'ils sont jeunes, puis tout ça, des fois aussi, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Donc, là, rendu là, c'est rendu complètement autre chose. Mais pour la généralité des gens, c'est ça, c'est une béquille, puis j'aimerais que ça puisse être vu aussi comme une béquille. Bah, c'est ça, d'en prendre conscience, c'est que c'est pas une fatalité de toujours passer par les médicaments, qu'il y a autre chose. Et comme tu dis, quand tu parles par rapport au cerveau, ça me fait écho avec que des scientifiques ont montré qu'il y a beaucoup de dépressions qui viennent de l'intestin aussi. Oui. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on apprend actuellement, alors qu'avant, jamais on serait penché là-dessus. Et de voir qu'il y a des personnes qui sont dépressives ou tendance anxieuses par ce qu'elles mangent, par leur microbiote. Et en fait, de changer déjà son système alimentaire, de manger moins sucré, de manger de boire moins d'alcool, moins de caféine, de rééquilibrer un peu tout ça, ça agit sur les émotions, ça agit sur, on va dire, notre humeur. Parce que, par exemple, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur qu'on dit, puis c'est un précurseur de la mélatonine et puis d'autres choses. Et ça, c'est créé à 90% dans l'intestin. Donc, quand on a un intestin qui est poreux, qui est abîmé, ou qu'il y a, on appelle ça une dysbiose, où c'est que la flore intestinale est complètement déséquilibrée, eh ben, on ne peut pas synthétiser ce neurotransmetteur, donc on ne peut pas aller bien, on va dire, dans le cerveau. Donc, les échanges ne peuvent pas bien se faire. Donc, ça aussi, ça peut être une cause de la dépression, sans que ça soit quelque chose où il y a eu une réaction parce qu'il y a eu un trauma, un deuil, une maladie, perte d'emploi. Ça peut être interne parce qu'on a ces processus-là en nous. Ouais. Et après, ça peut être aussi encore plein d'autres choses. Mais ça, c'est un chemin aussi à explorer pour certaines personnes, de voir que l'alimentation, c'est une base de notre équilibre. Et dans notre société, tout est transformé, bourré de sucre, de gras. Bon, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais les lobbies, voilà, des agroalimentaires, pharmaceutiques ou quoi, tout le monde est un peu de mèche pour une question d'argent. Où on fait de la pub alors qu'on sait que c'est de la saloperie. Oui. Et en fait, c'est de revenir à quelque chose de naturel, même si, quand je dis ça, on pourrait me dire, ouais, mais tout est pollué. Oui, ok, tout est pollué, c'est sûr, on n'a pas les mêmes fruits et légumes dans le temps, mais on peut agir en disant, bah, je vais manger par exemple des fruits et légumes plus locaux, où il y a moins de pesticides, ou alors il n'y en a même pas du tout. Même si on sait que les sols, l'air est pollué, ça sera toujours moins polluant dans le corps que du conventionnel où il y a des OGM, où c'est transformé, ou voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience de ça, que oui, pour l'instant, on n'est pas dans une terre, sur une terre qui a retrouvé la pureté qu'elle avait avant, mais on peut quand même agir sur certains plans de notre vie. Et je pense que c'est important, surtout de ça, de prendre conscience et de se responsabiliser en fait dans la guérison. Parce que quand on regarde dans les mots, quand on dit des patients, vous êtes un patient. Ah ben, un patient, ça patiente. Il patiente juste. T'attends que le médecin te dise quoi faire et puis tu prends juste ta pilule et voilà. Sauf que non, c'est la guérison, c'est d'aller de l'avant, c'est de se responsabiliser. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça et qui ne veulent pas aussi parce que ça demande de faire face à ses responsabilités, de se dire que je suis responsable de ce qui m'arrive sur certaines choses et juste de revenir souverain en soi et de se dire qu'on est capable en fait de créer la vie qu'on a envie de créer et de se guérir de certaines maladies, de faire le travail qu'on a envie de faire. Après, ça englobe tellement de plans de vie, en fait, la guérison, que ouais, on pourrait en parler sur encore sur plein de choses.
Non, c'est super intéressant là-dessus. Je voulais revenir un peu sur justement le côté, la différence entre le burn-out et la dépression, juste avant qu'on puisse aller ailleurs, juste pour que, justement, comme j'ai parlé des différentes, disons, des différents symptômes qu'il pourrait y avoir justement avec le burn-out. Tu sais, il y a aussi justement, ça se ressemble avec la dépression, mais il y a des choses qui sont différentes des fois. Donc, on a parlé justement d'un épuisement physique et mental qui est intense, justement avec le burn-out, qui va vraiment aller plus au niveau justement du corps. Tandis qu'avec la dépression, la plupart des gens vont avoir une fatigue qui est vraiment intense, mais non seulement elle est intense, mais elle est aussi persistante dans le temps. Donc, ça peut être quelque chose qui est différent entre les deux. Par exemple, l'épuisement physique du burn-out, si quelqu'un va prendre des vacances, justement, ça peut tranquillement, pas vite, pas nécessairement du jour au lendemain, mais ça peut tranquillement, pas vite, justement, faire en sorte que l'épuisement est moins là. Tandis qu'avec la dépression, c'est plus rare qu'avec 1 à 2 semaines de vacances que ça va avoir disparu comme par magie, tu sais. C'est ça, c'est plus long dans le temps. Les dépressions, ça peut aller de 6, 7 mois à 1 an, Ah. ou selon les personnes, ça prend du temps à remonter quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai parlé aussi pour le burn-out qu'il y a un sentiment de détachement émotionnel, mais aussi pour la dépression, il y a aussi ça, mais ça va aller plus rechercher une perte d'intérêt. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement juste un détachement émotionnel, mais la perte d'intérêt va venir vraiment comme... C'est comme s'il y avait un mur, tu sais. Au lieu d'être juste, OK, tu sais, ça me tente pas nécessairement de le faire, c'est juste, c'est plus un mur où est-ce que tu ressens plus rien envers une activité que tu avais appréciée avant aussi. Ouais. C'est ça, Donc, ouais, une apathie vraiment profonde, plus rien n'a de sens, en fait, il y a plus cette énergie vitale où la personne, elle est vraiment en second plan, elle regarde le temps passer et elle est plus vraiment dans on va dire dans sa vie, quoi. C'est vraiment en retrait total. Ouais. c'est ça. Pour le burn-out ici, je vais parler justement, ben, il y a ce sentiment de détachement-là, mais il y a aussi le fait que, ben, on en a parlé un peu justement, les personnes se sentent un peu plus perdues, je dirais. La différence qu'il peut y avoir avec la dépression, puis là encore, c'est les différences qui ont été placées sur papier. Donc, tu sais, c'est différent pour tout le monde, justement. Mais en général, on voit que au lieu d'être un sentiment d'être perdu, c'est plus un sentiment soit de tristesse profond ou ce que moi j'ai vu souvent avec les gens avec qui j'ai parlé, c'est un sentiment complètement de vide. Donc là, c'est là qu'on voit la différence entre le burn-out parce que là, tu sais, on a encore un espèce de ressentiment, même si c'est OK, j'aime pas ce que je fais, je me sens mal dans ce que je fais, puis tout ça, je me sens mal dans qui je suis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe alentour de moi. Là, avec la dépression, c'est plus un vide. Donc, c'est comme, il n'y a même pas cette espèce de sentiment-là de dire, écoute, je me sens mal dans ce que je suis, c'est juste, je suis. Puis, il n'y a pas nécessairement de... Il n'y a plus C'est ça. d'émotion, il n'y a plus rien, quoi. C'est la coquille vide un peu. C'est ça. Donc, tu sais, là, on s'entend, si on s'en va dans ce côté-là, c'est comme, il y a plusieurs degrés de dépression, puis dans la coquille vide, justement, je dirais, c'est quand même, la plupart du temps, on va parler là, d'une dépression qui est intense, mais même les personnes qui ont une dépression modérée ou une dépression légère peuvent quand même ressentir ce sentiment-là ou commencer à le ressentir aussi. Donc, c'est très important d'être très, je ne sais pas comment le dire en français, j'ai oublié le mot, mais in tune avec soi-même. Donc, vraiment d'avoir cette espèce de sentiment-là de se comprendre puis de pouvoir savoir comment s'auto-parler, je dirais. Parce que c'est là qu'on peut voir vraiment, tu sais, comme comment la dépression peut avancer, comment le burn-out aussi peut avancer alentour de nous, puis éviter qu'on arrive aussi complètement au fond.
On s'entend. C'est ça. Ah, des fois, faut toucher le fond pour rebondir, comme on dit. Oui, Donc, des fois, on n'a plus le choix, on a beau creuser, on arrive vraiment au fond, on se dit, bon, on va peut-être aller voir là-haut maintenant, hein. C'est terminé, on arrête de creuser. oui, Et, c'est ça. et après, dans ces signes-là, il y a aussi les troubles du sommeil ou le Mhm. burn-out, souvent, c'est... Après, ça dépend pareil de chaque personne, mais plus des troubles du sommeil, on a du mal à s'endormir, ou alors des réveils nocturnes, des réveils très tôt le matin. Ça, c'est Mhm. encore avec le cortisol, voilà, il y en a tellement eu qu'après, il n'y en a plus, bah, c'est complètement... Oui, ça vient agir là-dessus. Et la dépression, ça peut être au contraire plutôt de faire que de dormir, en fait, et un peu d'être dans une fuite de la réalité. Donc ça aussi, c'est des signes à voir. Mais on peut avoir aussi ça dans le burn-out, quand on fait que de oui, dormir. Parce qu'on est tellement épuisé aussi que le corps a besoin de récupérer. Donc ça peut être un peu les deux dans le burn-out. Mais oui, c'est ça. ça se rejoint. Ouais. C'est ça. Puis c'est pour ça que je trouvais important justement de pouvoir essayer de différencier les deux parce qu'ils sont très connexes. Ils sont pas nécessairement pareils, ils sont pas similaires, mais ils sont connexes. Donc, tu sais, c'est C'est ça. vraiment quelque chose à voir parce que ça aussi, en allant voir un spécialiste, si tu arrives puis tu dis, écoute, je pense que je suis dépressif, mais qu'en fait, c'est un burn-out, ça se peut, selon les choses qui ont été dites, selon les tests qu'ils vont faire, ça se peut que ça ressorte quand même comme étant une dépression. Donc, une dépression légère ou une dépression modérée. Ça se peut que ça ressorte à ça, mais il y a aussi le fait que ça se peut que ce soit le burn-out, mais le burn-out, il n'y a pas nécessairement encore il n'y a pas nécessairement encore de test qui est comme fait très, très disons, à grande échelle dans notre société. Donc, ça aussi, c'est comme à voir parce que la dépression, justement, là, comme on en a parlé, si t'es presque, en fait, si quelqu'un te dit, écoute, si un professionnel arrive, t'es dépressif, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est les antidépresseurs. Mais les antidépresseurs, la plupart du temps, ne vont pas fonctionner si c'est un burn-out. Donc, tu sais, là, Mm. ça vient à plein de sources de problèmes par la suite. C'est ça, il y a pas les mêmes axes thérapeutiques. Et Mhm. dans le burn-out, on peut après tomber en dépression. Ça peut aller Oui, de... On peut être juste en burn-out et sans aller dans la dépression, avoir des émotions, être pas bien, mais sans être dépressif, dépressif. oui. Mais si on laisse traîner et que ça, en fait, le chemin devait être comme ça et que on peut sombrer petit à petit dans la dépression avec le burn-out. Ah oui. C'est vrai que c'est très connexe les deux et pour les différencier, des fois, c'est pas évident parce que ça se rejoint quand même sur pas mal de choses. Donc, Mhm. Oui, parce que ouais. justement, le burn-out de ce côté-là, justement, ce que ça fait, c'est que c'est très physique, mais dès que quelque chose est physique et que c'est physique dans le temps, donc dans une durée, ça vient quand même affecter le cerveau. Puis en allant affecter le cerveau, là, tu sais, d'avoir ces sentiments-là d'être perdu, puis tout ça, ça vient rechercher des émotions négatives, des pensées négatives. Puis plus ça devient récurrent, plus le cerveau prend ça comme étant un peu son mode d'origine. Donc, Mm. il va finir par justement rester dans le côté négatif de plus en plus. Puis ça peut amener, comme tu dis, justement, ça peut amener de plus en plus du burn-out vers la dépression. Si c'est pas, si la source est pas vue, est pas regardée, puis est pas Mm. comme veut pas arrangée, c'est très, très possible. Puis on en voit vraiment beaucoup, justement, qui commencent d'un burn-out, qui arrivent dans une dépression, que la dépression, par la suite, elle est... si, par exemple, ils ont eu ils ont été voir des professionnels, tout ça, ils ont eu des médicaments, là, on voit la dépression qui redescend, sauf que si le burn-out n'est pas traité en arrière de ça, la plupart du temps, ça peut devenir une dépression chronique. Donc, tu sais, ça va revenir par la suite. Puis, c'est comme, il y a pas de fin à ça parce que le problème principal n'a pas été écouté, n'a pas été changé. Donc, oui. C'est ça, c'est vraiment ça, ouais, le problème, par exemple, quand on base sur le travail, par exemple, burn-out. Mhm. euh, on peut se dire, bah, là, je suis en burn-out, j'ai été mis à l'arrêt. Mais si on se dit, bah, je vais revenir comme une fleur au travail et ça va aller mieux,
souvent, c'est des illusions parce que nous, en attendant, on a changé, on a pris conscience de plein de choses, mais le travail, lui, ou l'entreprise n'a pas changé ou n'a pas forcément aménagé le poste de travail pour la reprise ou autre. Donc, en fait, c'est de se reprendre le même mur. Et des fois, bah, soit l'entreprise, si elle veut pas changer, bah, faut que la personne change d'entreprise. Mhm. Soit l'entreprise est ouverte, humaine et a envie de changement, et là, elle fait quelque chose, et là, ça peut. Mais dans tous les cas, on peut pas, comment dire, on peut pas refaire les mêmes schémas. On aura toujours le même résultat. Au bout d'un moment, faut changer sa manière de faire ou d'être ou de penser pour changer la situation aussi. Donc, Effectivement. ça, c'est vraiment, c'est pour ça que on peut le voir comme quelque chose. C'est vrai que c'est dur, mais c'est aussi une opportunité que la vie envoie. Et des fois, quand on regarde même d'autres témoignages, que ce soit sur YouTube ou autre, il y en a peut-être qu'ils n'auraient jamais atteint leur rêve s'ils n'avaient pas eu de burn-out. Et Oui. pourtant, ça a été dur, pourtant, ils n'ont pas compris sur le moment. Mais après, ils se disent, bah, si c'était à faire, je le referais parce qu'au moins, j'ai compris et je me suis dirigée vraiment là où mon cœur me disait d'aller. Et Oui. voilà. C'est un cadeau déguisé, on va dire. Même si quand on est dedans, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont dedans et qui peuvent être en train de me crier dessus en disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle. Voilà, avec le recul, on apprécie le cadeau de la vie qui a été fait, même si c'est très dur quand on est dedans. Ouais. Ouais. Donc justement, en fait, tu viens de parler d'aller voir, mettons, des vidéos puis tout ça de d'autres personnes qui ont vécu ces choses-là. J'allais justement parler de ça comme étant une stratégie ou une technique qui peut aider à surmonter le burn-out parce que déjà, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Puis, la plupart du temps, justement, cette conscience-là se fait avec d'autres personnes. Donc, si on se sent seul, si on sent qu'on est vraiment seul à avoir ces problèmes-là, ces problématiques-là, puis que les gens alentour de nous ne sont pas réceptifs non plus, ça nous amène très rarement à vouloir aller pousser plus loin. Ça nous amène en fait à faire le contraire, donc à le répresser à l'intérieur de nous, puis à ne juste plus y penser, plus y parler jusqu'à temps que ça explose. Donc, Mhm. c'est ça. Moi, j'invite les gens à pouvoir vraiment comme en parler. En premier, en parler avec les gens alentour d'eux, mais si on voit justement que ces personnes-là ne comprennent pas, de vraiment s'assurer, en fait, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Donc, Mhm. d'aller rechercher ces choses-là. Tu sais, il y a plusieurs façons. Il y a justement des vidéos YouTube. Donc, il y a des commentaires qui peuvent avoir été faits en dessous aussi de ces vidéos-là, que là, les gens se voient non seulement la personne qui a fait la vidéo, mais les commentaires de d'autres personnes aussi qui ont vécu la même chose. Puis, tu sais, il y a aussi, c'est un peu plus dur pour l'ego des fois, mais il y a aussi des groupes, donc des groupes de soutien. Il y a des organismes aussi qu'on peut juste appeler ou leur envoyer un courriel pour être comme, écoute, je me sens pas bien, puis je pense que le burn-out, la dépression ou peu importe d'autres petites choses qu'il peut y avoir, je pense que c'est ça que j'ai. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire contre? Donc, c'est comme la première chose que j'aurais proposée. Puis, je voulais savoir si toi, tu avais d'autres stratégies ou des techniques qui auraient probablement marché pour toi ou que tu aurais aimé savoir avant lorsque tu as appris que tu avais un burn-out. Bah, je pense, comme tu disais, c'est déjà, faut pas avoir honte de demander de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce mal-être et selon les blessures propres qu'on a, on peut se recroqueviller sur soi, se sentir encore plus rejeté. Alors qu'en fait, c'est d'aller au-delà de ça et de demander de l'aide. Après, si notre entourage proche ne comprend pas, c'est d'aller voir un professionnel, que ce soit psychologue, psychothérapeute ou d'autres thérapies qui peuvent nous parler. Mhm. Je pense que c'est vraiment important de ne pas rester seul, comme tu disais. Ça, c'est très important. Même si des fois, on a besoin aussi d'être seul pour faire ce chemin intérieur, cette transmutation, mais d'avoir quelqu'un qui nous guide sur le chemin, qui est à côté de nous, je pense que c'est hyper important. Parce que Mhm. de tout seul, comme on dit, on va peut-être plus sur certaines choses, mais on ne va pas plus loin, forcément. Donc, je pense que c'est hyper important. Moi, personnellement, j'avais fait appel à une psychothérapeute. Je sentais que là, toute seule, j'avais été au bout de ce que je pouvais et ça m'avait fait énormément du bien
de pouvoir parler, donc de décharger tout ce que je vivais à l'intérieur de moi, de prendre conscience de choses. Et après, c'est aussi, moi, ce qui m'a aidé, c'était la formation de massage où j'ai pris conscience que je m'étais déconnectée de mon corps aussi, que ce soit parce qu'il y a eu des traumas ou autres, tellement que ça peut être dur à vivre, qu'on se déconnecte de notre corps, qu'on fuit la réalité. Et en fait, le massage m'a beaucoup aidé à revenir dans mon corps, à prendre conscience du corps, et surtout de voir que j'avais beaucoup d'émotionnel coincé dans le corps, comme on dit. Ouais. Et pour moi, la guérison, c'est que ce soit le burn-out, dépression ou autre, c'est un mélange de tout parce on est physique, on est émotionnel, on est mental, on est spirituel. Donc, je pense que c'est d'aller trouver un équilibre avec toutes ces sphères-là. Et ouais, moi, c'était le massage, mais après, beaucoup de lecture aussi, qu'on appelle, on va dire, pour moi, ce burn-out a été plutôt un éveil de l'âme ou un réveil, peu importe ce qu'on dit, c'est peut-être un peu plus ésotérique, mais c'est de se réveiller, de se dire, eh oh là, je te sonne la cloche, réveille-toi, qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que tu es vraiment là où tu dois être? Et c'est là où c'est sûr que c'est dur parce que quand on ouvre les yeux sur plein de choses, que ce soit sur soi, sur sa manière de fonctionner, sur là où on est, mais aussi dans le monde dans lequel on vit, c'est encore plus dur de se dire, mais, putain, mais tout marche à l'envers là-dedans, qu'est-ce que je fous ici, quoi? C'est sûr que c'est compliqué, mais en même temps, je pense qu'on a besoin de ça aussi pour se retrouver soi, renaître à soi et en même temps de créer quelque chose de nouveau dans le monde aussi. Comme on dit, tout est interconnecté et si on a un burn-out qu'on n'est pas bien, c'est un appel pour revenir à soi, mais en même temps créer quelque chose de nouveau pour soi, mais aussi pour le monde. Et, moi, ça m'a mis du temps à comprendre tout ça. Et il y a des lectures qui m'ont aidée. Par exemple, je ne sais pas si je peux le dire là, Oui, ou oui, oui. je ne sais pas si vous connaissez les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Louise Bourbeau, qui est une Oui, Québécoise. oui. Ça m'a beaucoup aidé aussi, où elle parle des 5 blessures, qu'on a potentiellement les 5 ou plus qui sont prononcées. Et de lire ce descriptif, de dire, ah bah tiens, je me retrouve là-dedans. Ah d'accord, ça explique ma façon de faire envers les autres ou comment je réagis. Et déjà, de prendre conscience de ça, c'est de dire, ah ouais, mais moi, j'ai plus envie de vivre dans ces blessures-là. J'ai envie de vivre plutôt, d'être vraiment aligné avec qui je suis, de rayonner qui je suis et d'arrêter d'être dans, on appelle ça un peu le triangle bourreau, victime, sauveur, là, et de faire quelque chose de plus grand de ce qu'on peut connaître actuellement. Et Mhm. ces livres-là, c'est beaucoup des livres de développement personnel qui m'ont aidé aussi à prendre conscience de pourquoi je souffrais autant à l'intérieur, qu'est-ce qui allait pas. Et, euh, et après, de tout ce cheminement, ça prend aussi du temps, c'est des rencontres avec des gens. Je pense qu'après, moi, c'est ma vision des choses, on n'est jamais seul réellement. Et quand on demande de l'aide, on est toujours entendu, mais des fois, l'aide ne vient pas forcément comme ce qu'on attend. Par Mhm. exemple, de se sentir mieux, ok, ou de savoir qui on est, des fois, on va être confronté à des gens, même si ça se passe pas bien, la relation, ça va nous permettre d'apprendre quelque chose en plus sur nous et de se dire, ah j'ai appris ça sur moi, grâce à cette personne, cette situation. Mais on ne l'attendait pas à venir comme ça, parce que la vie est très joueuse, je trouve, même si des fois, ça peut être fatigant, parce qu'on comprend pas tout, quand on est dans la machine à laver, comme je dis, c'est dur. Mais, Mhm. mais ça apprend tellement de choses. Et il y avait ce livre-là, il y avait aussi le livre La prophétie des Andes, que j'avais beaucoup aimé, Hmm. qui parle plus d'un récit initiatique en lien avec l'intelligence de la vie, les synchronicités, des choses comme ça. Ça m'a fait beaucoup aider. Et puis aussi tout ce qui est les livres, comment ça s'appelle je l'avais écrit, ouais, Raphaël Giordano. Elle fait des romans un peu aussi développement personnel, initiatique. C'est plus sous forme d'histoire, mais des fois on peut s'y retrouver aussi. Ou par exemple Laurent Gounel. Il a aussi fait des livres très, très inspirants. Et je pense qu'après, c'est ça, c'est faut trouver qu'est-ce qui résonne avec nous, les personnes à qui nous font aussi écho. Parce que des fois, c'est juste d'un témoignage où moi, je sais quand j'allais pas bien, j'avais juste besoin de trouver des personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui me disent, par exemple, là, j'étais comme ça, mais maintenant, je suis heureuse, j'ai trouvé ma mission de vie ou pourquoi je suis ici sur Terre, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Là, je l'incarne. Ça a été tout un chemin, certes, qui n'a pas été facile, mais tout est possible, en fait, et d'avoir de l'espoir. Et moi, c'est vrai que c'était plus ça aussi que je cherchais à ces périodes-là. Donc, j'avais Mhm. trouvé quelques livres, mais c'était encore un peu moins, euh, on va dire, il y en avait, mais un peu moins que maintenant, où
là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui s'éveillent à tout ça et qui donnent des témoignages, ou maintenant avec Instagram, avec, voilà, il y a même trop de choses, des fois, on ne sait plus où regarder, mais Oui. c'est ça, ouais. Je pense que personnellement, des témoignages, ça m'aurait aidé. Un peu plus de témoignages, ou de trouver des groupes ou des personnes qui vivent la même situation pour s'entraider. Ouais, Mhm. Oui, pourquoi parce pas. que c'est vrai, effectivement, comme tu dis, l'espoir, c'est quelque chose qui est très, très important à ces moments-là. Parce que sans espoir, c'est très dur d'essayer de vouloir avancer. Tu te dis, bon, à quoi ça sert de vouloir avancer? Tu sais, je vais rester quand même à la même place, mais au moins avec des personnes qui ont vécu ces choses-là, puis qu'eux ont passé au travers, puis qui peuvent, on s'entend, chaque personne a un vécu différent, donc chaque façon de faire va être différente aussi, mais juste de savoir qu'il y a des gens qui ont passé au travers et qui ont réussi à faire ce que eux veulent faire, c'est quelque chose qui est superbe à pouvoir avoir, là. C'est justement un petit espoir qui dit, ben, si cette personne-là réussit, moi aussi, je peux réussir à ma propre façon. C'est ça, parce que tout le monde est capable, en fait. Je me dis, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, qui peuvent même pas marcher, ils ont des rêves et ils y arrivent, ou ils montent une montagne, alors que même nous, quand on peut marcher, on n'y arrive pas, entre guillemets. Donc je me dis, tout est possible. Après, c'est nous qui nous mettons des limites sur Mhm. beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que c'est important de le savoir. Et comme je dis, le switch ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est beau comme chemin de prendre conscience de tout ça, de se transformer. Et c'est vraiment comme le papillon, on est une chenille, après dans la chrysalide, ça prend du temps, c'est dur. Il faut avoir de la force de sortir de la chrysalide, d'apprendre à nos ailes, mais il faut savoir voler avec. Donc, c'est c'est vraiment ouais, un chemin particulier. Et je pense que c'est le chemin de toute une vie aussi. On apprend toujours plein de choses sur nous, sur la vie. On se réajuste perpétuellement. Et, euh, et je pense que c'est important d'avoir toujours une ouverture d'esprit pour se dire, est-ce que je suis toujours OK avec moi? D'avoir un dialogue intérieur aussi, le matin, se dire comment je me sens. Euh, et d'être OK avec ça, de dire, bah, là, je me sens triste. OK, bah, je me sens triste. J'ai envie de pleurer. Bon, bah, c'est OK, j'ai envie de pleurer. Et bah, je pleure. Et bah, si j'ai envie de pleurer, bah, je pleure. Et il n'y a aucune honte à ça, parce qu'on a fait beaucoup sur les émotions, il ne fallait pas les montrer, il ne faut pas les extérioriser. Par exemple, en France, je trouve que c'est peut-être un peu plus ça. Ici, je trouve qu'il y a plus de bienveillance envers les enfants, par exemple. En Oui. France, on a l'impression que ça gêne plus, quoi. Dès qu'il y a une crise de colère ou qu'il y a un enfant qui crie, tout de suite, c'est un peu ronchon. Mais je veux dire, on était comme ça étant enfant, mais tout de suite, c'était ah bah non, mais tais-toi Oui. là, tu gênes. Ah là, tais-toi, non mais arrête, machin. Alors que, en fait, l'émotion est tellement intense, il faut juste qu'elle sorte. Après, quand elle est sortie, bah, tout va bien, quoi. Et en Mhm. tant qu'adulte, on a appris à réprimer nos émotions, sauf que ça fait cocotte minute. En fait, c'est ah bah là, j'ai de l'amertume. Là, le gars, il m'a dit ça. Ah, ça me met de la colère, mais je lui réponds pas parce que j'ai envie d'être acceptée, j'ai pas envie d'être rejetée, donc je lui dis rien. Ah bah elle me fait ça, et puis machin. Et en fait, cocotte minute, au bout d'un moment, on craque, et puis là, bah, on devient, j'allais dire un légume. Non, c'est faux, hein, c'est pour rigoler, mais on devient complètement, tellement on en a eu, en fait, Oui. qu'on explose et se dire, bah, des fois, l'intelligence de revenir à comme on était enfant, les enfants ont une sagesse aussi où ils se posent pas 300 000 questions, ils ont mal, ils sont en colère, ils disent qu'ils sont en colère, ils hurlent et après ça va mieux, quoi. Après, Mhm. c'est sûr, dans notre société, ça serait d'extérioriser les émotions, mais avec la parole, en disant, bah, ouais, il y a la communication non violente, il y a plein de choses pour le faire. Mais d'en avoir conscience et d'accepter que c'est pas une honte d'avoir de la colère, que c'est pas une honte d'avoir de la tristesse, et qu'on peut pleurer devant les gens, et c'est pas une faiblesse, au contraire. Et c'est comme ça aussi qu'on régule notre système hormonal et qu'on retrouve l'équilibre. Que Oui. si on bloque à chaque fois toutes ces choses, bah c'est normal qu'on pète tous des câbles et qu'on soit tous malades, en fait. Oui. C'est- que c'est, pour moi, c'est tellement logique quand je vois dans la société dans laquelle on vit. Je me dis, mais en fait, tout va contre l'humain. On n'est pas fait Mhm. pour moi, en tout cas, on n'est pas fait pour travailler autant, on n'est pas fait pour être sous pression autant, on n'est pas fait pour
être autant stimulé, et surtout maintenant avec l'ère du numérique où il y a le téléphone, il y a le portable, il y a le machin, faut être à droite, à gauche, machin, faut être Wonder Woman, faut être Superman là-dessus, voilà. Et en fait, on n'est pas fait pour ça, et des fois, c'est bien aussi d'apprendre à ralentir, quoi. Mais c'est dur, parce que c'est à déconstruire aussi, ça. Oui. C'est très dur. Oui, c'est ça, effectivement. C'est assez difficile parce que justement, avec l'ère de l'électronique, avec l'ère de l'Internet, maintenant le télétravail, puis tout ça, c'est toutes des choses qui font en sorte que on s'attend nous-mêmes, puis on attend aussi pour les autres la plupart du temps que tout soit fait rapidement, que, tu sais, on ait les choses vraiment rapidement, qu'on ait les réponses qu'on veut rapidement. Il n'y a plus, il n'y a plus d'attente, pas tant que ça. Puis ça fait en sorte que on se donne cette pression-là aussi, de se dire, ben si moi je peux avoir les réponses rapidement de d'autres personnes ou de peu importe quoi, ben il faut que moi aussi ce soit plus présent. Puis aussi le fait que maintenant justement exemple, si tu as un patron, que ce patron-là peut t'appeler s'il y a un problème, ils sont pas censés le faire, mais on s'entend qu'il y en a qui le font pareil ou qui t'envoient des courriels après tes heures de travail. Même si on se dit, OK, mes heures de travail sont mes heures de travail, si tu vois quand même ce courriel-là, tu vas y penser, puis tu n'as pas ce détachement-là entre ton travail et ta vie personnelle. Puis là, c'est ça aussi qui fait en sorte que ça devient de plus en plus difficile de résister au burn-out, je dirais, parce que justement, c'est trop interrelié. Tout est interrelié, puis c'est vraiment difficile de pouvoir les reséparer, mais c'est tellement important de pouvoir les reséparer, parce que c'est justement ça qui nous amène à avoir cette espèce de santé mentale-là qu'il faut avoir, cette espèce de balance-là. Puis, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et comme tu dis, dans le burn-out, c'est aussi ça qu'on a. En fait, il n'y a pas assez de temps de récupération entre chaque crise de stress. Et du coup, c'est pour ça qu'il est perpétuel. Et en fait, le corps, il s'épuise. Alors que s'il y avait un stress, par exemple, il y a un dossier à faire sur un mois. OK, bon, c'est énorme déjà, un stress sur un mois. Mais après, on lâche prise, il n'y a plus de stress. Bah là, le corps, il se refait. Et puis, hop, hop, hop. Mais c'est ça, c'est les périodes de latence. Mais c'est vrai que c'est ça, dans le monde dans lequel on vit où tout doit aller vite. Et puis, je dis ça, mais je parle aussi pour moi, hein, parce que c'est aussi dire, bah, j'aimerais avoir les réponses tout de suite. Là, je suis dans le brouillard, je ne sais pas trop où je vais, mais j'aimerais savoir. Je veux savoir où je vais, je veux savoir. Et en fait, c'est de se dire, bah non, la vie, elle a juste besoin d'être vécue, d'être dans le moment présent. Et chaque chose arrivera en son temps, dans le timing qu'il faut. Et on n'est pas, on, on est très près, quand je parle aussi pour moi, hein, quand je dis ça, hein, c'est pas, voilà, mais on est très prétentieux de se dire qu'on contrôle les choses, parce qu'en fait, on contrôle rien du tout. Et plus on essaye de contrôler les choses, plus on essaye de forcer les choses, plus on bloque le flux naturel de la vie. Et c'est des prises de conscience que j'ai eues il y a quelques jours, par exemple. Donc, c'est tout le temps qu'on prend conscience des choses, et la vie est bien faite pour ça. Donc, même si c'est dur quand on traverse les choses, quand on a ces cadeaux-là, ces réponses-là, qu'on a appris par nous-mêmes, c'est très, très gratifiant et ça fait du bien. Et c'est aussi ce que je voulais dire, c'est d'avoir de l'aide si extérieure, de lire des choses, mais c'est surtout toujours revenir à soi. C'est hyper important de revenir à soi, de s'écouter, même si au début, on ne sait pas comment faire parce qu'on s'est tellement déconnecté du corps. Bah, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga pour reconnecter avec son corps, de la respiration, même si le mental, il se pose plein de questions et qu'on se dit, il faut que je me concentre sur ma respiration, à force de faire. Voilà, c'est de dire, bah, 10 minutes par jour, je le fais, c'est comme un sport, et puis ça rentrera. Et à force de revenir en contact avec son corps, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur, bah, on sera plus à même de s'écouter et de se dire, qu'est-ce qui est bon pour moi de ce qui ne l'est pas. Et pareil pour les personnes, parce que par exemple, moi, dans mon chemin, je sais que j'aurais pu tomber malheureusement dans une secte ou autre, tellement que j'étais perdue et déconnectée de moi. Heureusement, je ne suis pas tombée dans une secte, mais c'est des gens, je me dis, des fois, on est tellement dans le désespoir et pas bien qu'on peut accepter tout et n'importe quoi. Et c'est ça où j'ai envie de mettre en garde les gens, c'est attention, tout n'est pas bon à prendre. Et malheureusement, il y en a qui peuvent abuser de la faiblesse des personnes ou de leur mal-être pour en avoir un avantage. Donc c'est pour ça, quand je dis, c'est toujours de revenir en soi et de ne pas remettre le pouvoir aux autres à chaque fois. C'est vraiment
de se dire qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que ça me parle, bah là, j'ai pas envie, et bah, j'y vais pas pour l'instant, ou voilà, je pense que c'est hyper important de faire attention à ça. Parce que, Oui, vu que maintenant, il y a beaucoup de choses, on s'ouvre de plus en plus à plein de choses, bah, on s'ouvre aussi à d'autres personnes qui sont malheureusement moins bienveillantes et qui surfent sur la vague du bien-être, du développement personnel ou autre, pour se faire de l'argent et pas forcément pour aider les gens. Et après, oui, c'est comme partout, hein, dans tous les domaines, il y a des personnes qui sont moins bien intentionnées que d'autres. Donc, oui. vraiment faire attention à ça. Oui, c'est ça. C'est aussi justement pour les personnes qui ont un burn-out, c'est beaucoup plus difficile. J'ai déjà fait aussi un burn-out puis tout ça. Puis c'est que la tolérance à l'incertitude devient de moins en moins présente aussi. Donc justement, tu parlais du sentiment du contrôle, de vouloir Mhm. tout contrôler puis tout ça. Mais avec des dépressions, avec des burn-out, c'est la seule chose que l'on peut justement se sentir bien à avoir parce qu'on peut contrôler quelque chose. On peut se dire ça partira pas ou ça changera pas parce que je sais que ça va rester comme ça, ce qui nous rend de plus en plus inflexibles dans justement cette incertitude-là. Donc, tu sais, par exemple, justement, avoir l'incertitude de je sais pas quoi faire plus tard. Tu sais, si je lâche mon travail présentement puis que je vais aller trouver un autre travail après, qu'est-ce que je fais? Tu sais, pendant ce temps-là, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Pendant ce temps-là, est-ce que je vais vraiment trouver qu'est-ce que je veux? Puis c'est très important, je trouve, de retrouver dans le fond, comme de retrouver cette façon d'être, puis d'être bien avec cette incertitude-là, parce que c'est une résilience. C'est une résilience qu'il faut avoir parce que justement, on ne peut pas contrôler tout. Puis, Mhm. malheureusement, plus on essaie de contrôler les choses, puis moins ça va marcher. Donc, c'est très, très C'est important. c'est ça, c'est vraiment que la fameuse phrase qu'on entend à tout champ, à tout va, lâcher prise. Ah bah oui, bah, Oui, on entend ça, mais on se dit, mais comment on fait pour lâcher prise? Que même quand on le sait, qu'on est déjà passé par là, des fois on n'y arrive pas. Et il faut mhm, qu'on ait des choses, des fois des vraies claques pour arriver à lâcher prise, parce qu'on le tient notre bout de vie, on ne veut pas le lâcher. Mais alors que c'est souvent quand on lâche prise qu'il y a les plus beaux cadeaux qui arrivent. Mais c'est un apprentissage aussi, ça. C'est pas évident. Puis surtout, ça dépend de notre caractère, ça dépend, pareil, de comment on a été éduqué, de plein de choses. Donc, mais c'est ça. Et de cette incertitude, et moi, j'appelle ça un peu la foi, d'avoir la foi en la vie. Et quand je dis la foi, c'est pas pour ramener à quelque chose de religieux ou quoi. C'est vraiment cette chose où on fait confiance en l'inconnu. On ne sait pas, mhm, mais on a cette confiance en la vie et de se dire que tant je pense qu'on s'écoute, qu'on a confiance et que on fait les choses bien pour nous, la vie nous emmènera toujours ce qu'il faut. Même si, quand je dis ça, ça peut paraître dur parce que bah, quand on est dans une situation où on n'a pas assez d'argent, faut nourrir les enfants, faut machin, c'est sûr que ça fait plein de peur. Mais en fait, je pense que c'est important de calmer le mental pour vivre au jour le jour et les situations vont se débloquer au fur et à mesure qu'on fait attention à créer ces opportunités, comme on dit. Après, on arrive dans quelque chose un peu plus peut-être énergétique, mais d'augmenter sa vibration, d'augmenter son énergie pour manifester des choses qu'on a envie de voir dans notre vie. Et ça, tout le monde peut le faire. Après, c'est d'arriver à trouver sa manière de faire à soi. mhm. Et, et voilà, de trouver le juste équilibre entre lâcher prise, un peu d'action, un peu de retrait, un peu de... C'est la danse de la vie, quoi. C'est vraiment... Ouais. 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 Ça fait en fait un très bon segment justement avec la prochaine question que j'avais à poser qui était un petit peu en rapport avec justement la quête de sens. Donc, c'est d'être comment être capable d'utiliser, je veux dire utiliser le burn-out puis la dépression comme conducteur pour être capable de se redéfinir puis de redéfinir ses objectifs puis tout ça. Toi, comment tu as réussi à le faire en tant que tel? Euh, Bah, pour le premier burn-out, comme je disais, je pense que c'était Ouais. l'aide aussi des rencontres que j'ai eues, Mhm. où j'ai rencontré par exemple ce chaman. Pour moi, c'était quelque chose de très clé dans mon parcours. Même si j'étais encore perdue, j'ai voyagé,
rencontrer d'autres personnes. Ça a été surtout de réapprendre à se réancrer, donc à revenir dans le moment présent, dans le corps. Voilà, pour moi, je trouve que c'est important de revenir dans son corps. C'est quelque chose qui m'a aidée. Et puis après, ça a été beaucoup de travail sur moi. C'est vraiment ça qui m'a appelée à transmuter un peu tout ce que j'ai vécu, ce mal-être, cette dépression, cette quête de sens, en fait, de transmuter tout ça vers quelque chose qui a du sens pour moi par le développement personnel. Donc, ça veut dire d'aller à la base de la base, de dire bah, qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Ok, je suis Ambre Prieur là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, souvent on définit les gens par leur travail, mais pas du tout. Comme tout de suite, je sais pas, je m'appelle Kevin, je suis banquier. Ah bon? Donc t'es banquier, donc ça te définit, alors qu'en fait, pas du tout. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui pourraient se dire, mais en fait, c'est vrai, qui je suis derrière ça, parce que, ok, je suis infirmière, ok, je suis hôtesse de caisse, ok, voilà. Mais derrière ça, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Qui me fait lever le matin? Et ça, je pense que c'est des questions à se poser et ça peut être très inconfortable aussi des fois parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Ou Oui. alors on vient faire face à des peurs, à des blocages. Et vraiment, ça a été le. Après, je dis le développement personnel maintenant, c'est un bon gros mot où on met beaucoup de choses dedans, mais à l'époque, c'était ça surtout d'apprendre à se connaître en fait. Et à travers le fait d'apprendre à se connaître soi, on comprend encore mieux comment le monde fonctionne, comment les relations humaines fonctionnent aussi. Donc, on arrive aussi à créer encore plus la vie qu'on a envie d'avoir. Donc, et ce qui est important aussi, je pense, c'est de se rappeler de ses rêves d'enfant et que pour moi, on a tous quelque chose à faire ici sur Terre. On a tous, que ce soit une mission de vie ou autre. Et pour moi, elle évolue en fonction de nos étapes de vie. Mais c'est qu'est-ce que je me rappelle de quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui m'animait. Et après, on peut avoir découvert d'autres choses en grandissant. Mais déjà ça vient répondre aussi à des questions, de se dire, bah, j'ai toujours voulu être, j'en sais rien moi, pianiste, mais j'ai été dans des études parce que papa, maman voulaient que je sois médecin, ou je sais pas, je dis quelque chose. Et puis en fait, on s'est coupé d'une part de nous. Et en fait, c'est d'aller chercher cette part-là qui est cachée, des fois profond en nous, par une couche de conditionnement, par une couche de croyance, par une couche de ah bah faut faire ça parce que la société a dit de le faire. Et en fait, pour moi, c'est un processus de retour vers soi. Mais quand je dis le soi, c'est le soi profond, que ce soit l'âme, que ce soit l'essence divine ou peu importe, mais ce qu'il y a au plus profond de nous, en retirant les couches des oignons. Donc c'est apprendre à se déconditionner de ok, bah, ma famille m'a appris à faire ça. Le transgénérationnel, par exemple, où en gros, le transgénérationnel, c'est des mémoires qu'on porte de nos ancêtres qui nous appartiennent pas forcément, mais qui agissent sur nous, où on peut faire des actions, voire des comportements, ou même des états d'âme qui sont pas à nous, mais qui sont liés à nos ancêtres parce qu'ils nous l'ont légué. Et ça, par exemple, ça a été prouvé il y a peu de temps scientifiquement que c'est légué dans notre ADN. Donc, quand on regarde, pour moi, on est quand même des générations un peu de traumatisés parce que les générations d'avant, ils ont vécu quoi? Bah, les grandes guerres. Quand on regarde, presque tout le monde a vécu le manque. De dire, bah, je manque d'argent, je manque de nourriture pour nourrir ma famille. Il faut travailler énormément parce qu'il faut reconstruire le pays. Euh, des choses basiques, on va dire, et ces croyances-là qui sont là, et on est beaucoup inconsciemment à les avoir en nous, et on traîne ça, et en fait, c'est pas forcément ce qu'on veut faire de notre vie, et on traîne par exemple le manque, alors qu'en fait, on a toute l'abondance qu'il faut, surtout dans nos sociétés, on a à manger à foison, voilà, et on traîne ça, et du coup, après, bah, on vibre ce manque, et on se crée des situations qui nous apportent du manque. Et en fait, c'est un peu effet boule de neige, et c'est de prendre conscience de ça, en fait, de remonter à la source des choses, d'en prendre conscience pour changer sa façon de penser, changer sa façon d'être et d'agir, en fait. Mais tout ça, c'est vraiment moi, ça fait 8 ans hein, que je travaille sur moi. Donc, et je suis loin d'avoir fini. Donc, c'est vraiment un processus qui prend du temps. Mais pour moi, en tout cas, ça a été le chemin pour réaliser mes rêves. Ou, par exemple, j'avais ce rêve de venir ici. Bah, j'ai réussi à le faire l'année dernière, du coup, à venir ici au Québec. J'avais le rêve d'être auto-entrepreneur. Là, c'est ce que je suis actuellement. Et j'ai plein d'autres rêves et je sais que ça vient, ça va venir dans les années qui arrivent. Mais il faut être patient. C'est ça. Faut être patient et nourrir ça, nourrir ses rêves et se dire que tout est possible parce que
Après, je vais arrêter de parler de tout ça, parce que je pourrais en parler des heures, mais c'est juste de ne pas croire les autres. Parce que moi, il y en a plusieurs qui m'ont dit, hein, ah là là, mais tu vis dans le monde des bisounours. Ah, mais arrête de rêver, franchement, arrête de rêver. Et juste ça m'avait fait tellement mal au cœur. C'est comme si on m'avait retiré une part de moi. Je veux dire, moi, je suis une rêveuse. Et il en faut des rêveurs pour créer le nouveau monde. Parce que actuellement, voilà, on va pas. Alors, on voit très bien que l'ancien monde est en train de s'effondrer. Là, c'est la guerre à tout coin de la Terre. L'économie s'effondre. Voilà. Et il y a des gens qui, ça panique, ça fait paniquer beaucoup de gens, c'est sûr, mais c'est de se détacher de ça aussi en se disant, mais si un ancien monde s'effondre, c'est qu'il y en a un nouveau qui est en train de se construire. Et on est beaucoup en train de le mettre en place, le nouveau monde, en pensant et en créant ce qu'on a envie de voir, que ce soit un monde avec plus de paix, un monde avec plus de temps pour soi, de plus d'amour, de bienveillance. Et ça, on me l'a toujours dit que j'étais une bisounours de croire ça. Mais je dis, bah, je m'en fous. Moi, je le crois, je le rêve et je vais le manifester. Et puis, si on est beaucoup à croire et à rêver ça, bah, ça va se manifester un jour ou l'autre dans notre réalité. Mhm. Donc, c'est juste de dire aux gens de jamais, jamais abandonner leurs rêves, même s'ils sont grands ou autres. Et Mhm. voilà, que tout est possible et que j'en suis la preuve où moi, même si j'ai pas encore atteint tout ce que je veux faire, j'ai atteint déjà des choses qu'il y a 5 ans, je pensais pas possible. Donc, Oui. c'est vraiment ce que je voulais passer aussi comme message, que tout est possible, il faut vraiment garder espoir et avancer. Ouais, Oui. C'est ouais. vraiment un super de bonne façon de voir les choses. Puis ça, c'est un bon message à pouvoir amener. Puis je le comprends aussi totalement. Puis tu sais, c'est quand même le fun à réentendre parce que même si on le sait, il faut le réentendre des fois, puis Mm. tout ça. Puis aussi, je voulais ajouter que, tu sais, comme par exemple, de parler d'une personne qui aurait voulu être pianiste, par exemple. Euh, que même si cette personne-là, par exemple, ne devient pas une pianiste de renommée mondiale, puis tout ça, parce que des fois, on voit grand, puis on voit très, très grand, puis là, si on n'est pas capable de se rendre jusqu'à là, on se dit que on se dit en fait que c'est un échec, puis c'est Mm. vraiment pas le cas, tu sais. Juste le fait de pouvoir revoir qu'on voulait être pianiste, de redécouvrir le goût de jouer au piano, puis de pouvoir juste avoir du temps pour soi, pour pouvoir jouer à ce piano-là, pour pouvoir s'améliorer, même si ça fait pas en sorte qu'une personne devient justement une pianiste de renommée mondiale, mais que cette personne-là est capable de jouer quand que ça lui tente, que si ça lui tente d'aller à certaines places, puis de pouvoir performer à ces places-là, de le faire, c'est déjà quelque chose qui est superbe pour cette personne-là, tu sais. Ah, mais c'est ça, et là, ça me fait penser à l'expression un peu mettre de l'eau au moulin. Plus on va faire quelque chose qui va nous faire du bien, qui nous anime, plus ça va s'alimenter et on va monter petit à petit les marches pour atteindre ce qu'on veut. C'est ça. Et même si des fois il y a des brindilles dans le moulin ou des pierres, bah, on les jarte du chemin. Des fois, ça nous met à l'arrêt parce qu'on a des choses à comprendre, mais après, on Mhm. continue. Et comme tu dis, c'est ça, pas besoin d'être une star ou autre. Et on peut se dire, bah tiens, j'ai toujours voulu chanter, mais comme tu dis, ça se trouve, c'est juste chanter dans des cercles, chanter avec des amis. Et juste ça, bah, on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi. Et c'est déjà énorme, en fait. C'est que des fois, on voit tout grand, comme si la réussite, c'est d'être une star, c'est d'être Oui. vu par tout le monde, alors que pas du tout. Ça peut être juste dans son petit village et faire quelque chose d'important, et ça, c'est déjà énorme. Ouais. Exactement, exactement. C'est encore une fois, je trouve que c'est un problème de notre société justement qui là a Internet, peut voir des choses de façon mondiale. C'est que on est trop porté à voir les gens qui se disent ah je suis parti de rien, maintenant je suis millionnaire ou tu sais, des gens qui disent qu'ils font des énormes différences, puis il y en a vraiment qui en font, puis c'est parfait parce qu'on en a besoin, mais ça veut pas dire que tout le monde doit faire ça nécessairement, puis que c'est la seule façon de voir cette réussite-là, tu sais. Le succès ne se définit pas par à quel point qu'il y a de personnes qui me reconnaissent, tu sais. C'est vraiment, Mm, c'est plus, pour moi, personnellement, le succès vient à l'intérieur, puis c'est à quel point que moi, je me sens bien, puis que j'aime ce que je fais, là, je vois que c'est un succès. mm, mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est ça. Faut le faire pour soi et le sentir que ça fait du bien. Et
Et ça n'a pas un rapport avec les autres, comme on dit, avec le regard des autres, regard de la société ou autre, c'est pour soi. Et quand on Oui. le fait pour soi, après on peut dire, ouais, mais c'est égoïste. Mais d'un côté, je pense qu'on a besoin de retrouver cette part-là, sans, comme on dit, être égoïste, c'est plus de s'écouter soi sans faire du mal aux autres. Faut pas que ce soit tributaire par rapport aux autres, mais de Mhm. s'écouter soi. Et je pense que si tout le monde s'écoutait vraiment et disait sa vérité, il y aurait plein de choses qui changeraient dans le monde, là, hein. Ça serait, bon, il y aurait des couples qui seraient plus ensemble, mais du coup, ça permettrait, par exemple, à telle personne de trouver la vraie personne de son cœur. Ou... En Mhm. fait, on s'ouvrirait à plein d'opportunités. Et même si, comme tu dis, c'est un chemin à faire et qu'il faut se déconditionner parce que nos blessures nous font que, ah bah, si je dis ça, on va me rejeter et puis on va plus m'aimer. Un Ouais. exemple. Et ça, c'est vraiment à travailler pour se dire mais que l'amour est partout. Et on revient à ça. Pour moi, c'est tout est question d'amour. Mhm. Et après, c'est encore un vaste sujet. Oui, c'est ça, en fait, on pourrait tellement en parler pendant des heures et des heures de toutes ces choses-là. Puis il y a tellement de sous-catégories aussi, justement, comme l'amour de soi, l'amour des autres. Tu sais, ça vient que je suis pas mal sûre qu'on va finir par faire d'autres rencontres comme ça pour pouvoir en Ouais. parler plus. Ouais. Bah, ça serait avec plaisir. Et puis si ça peut aider des personnes aussi, c'est le but, hein. Surtout que Oui, c'est je pense que on est dans un temps où on a besoin, pour moi, d'entendre tout ça, parce que, comme on disait, mhm, avec l'effondrement du monde qu'on a actuellement, bah, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de remise en question, où je pense que beaucoup de gens vont être dans cette phase-là un peu existentielle, de dire, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Et de se dire, bah, quand on est passé par là, on peut potentiellement aider les gens ou donner un témoignage, en tout cas, et mhm. je pense qu'il faut qu'on s'entraide là-dessus voilà, pour créer ce qu'on a envie de créer dans la vie, et c'est important. Ouais. Oui, c'est vraiment très, très important. Puis aussi là-dessus, j'avais quelques petits exercices que je voulais rapidement pouvoir donner aux gens. Des exercices qui m'ont aidé moi ou des gens alentour de moi que je connais à explorer justement leur passion, essayer de découvrir un peu leur mission de vie, puis à juste apprendre un peu plus se connaître puis connaître qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Donc, la première, en fait, c'est la première que j'ai jamais faite pour moi de mon côté. Puis, ça a été la journée parfaite. Donc, dans le fond, l'exercice, c'est de s'asseoir, de vraiment juste penser à ta journée parfaite. Donc, du début, donc du lever jusqu'au coucher. Qu'est-ce que serait ta journée idéale? Donc, vraiment, peu importe, si on enlève tout ce qui est obligatoire, si tu n'es pas forcé d'aller travailler, si l'argent n'est pas un problème, vraiment, on enlève tous ces obstacles-là, puis qu'est-ce que ça serait ta journée parfaite? Donc, ça, c'était un exercice que j'avais commencé à faire pour vraiment voir un peu plus mes valeurs, un peu plus vraiment comme qu'est-ce que j'aimerais réellement faire dans une journée. Puis, on s'entend qu'il y a quelques journées, des fois, on peut se dire ma journée parfaite, ce serait juste de rester chez moi puis de rien faire. Mais si on refait cet exercice-là quelques fois, on finit par voir les variantes qu'il y a des fois, justement, on veut aller aider des gens. Donc là, on se dit, ah, OK, bon, aider des gens, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais comment? Puis là, on est capable d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc, ça, c'était le premier exercice que j'ai jamais fait. Je vais aussi, en dessous de la vidéo qu'on va envoyer, puis tout ça, je vais rajouter aussi ces exercices-là, puis je vais aussi mettre les liens des livres que tu as parlé aussi. Donc, comme ça, au moins, les auditeurs vont pouvoir aller voir un peu plus. Mais c'est ça. Donc, ça, c'était le premier. En fait, j'en ai 5. Donc, la deuxième technique que je voulais vraiment parler était la technique des 5 pourquoi. Donc, c'est aussi connu comme étant la technique de la flèche descendante. Donc, cette façon-là de faire, c'est vraiment de se mettre une phrase. Donc, dans le fond, la plupart du temps, cette phrase-là va être quelque chose qu'on croit, donc une croyance qu'on a. Ça peut être une croyance limitante ou non. Moi, j'irais avec les croyances limitantes parce que justement, ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus loin le pourquoi.
Puis dans le fond, c'est d'avoir mis cette croyance-là, puis dire pourquoi est-ce que c'est important pour moi ou pourquoi est-ce que je crois en cette croyance limitante-là. Donc, c'est dépendamment, si c'est une croyance limitante, on se dit pourquoi je crois à ça. Si c'est je veux travailler à temps partiel, je donne un exemple, mais si ce serait cette phrase-là, ce serait pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Donc, là, par la suite, on se repose cette question-là 5 fois. Donc, on commence par pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Tu réponds à cette question-là, tu fais OK, mais pourquoi ça que je viens de répondre est important pour moi? Puis là, ça nous amène à aller un peu plus loin dans nos propres valeurs. Puis ça nous amène à aller chercher un peu plus des informations vraiment profondes sur qu'est-ce qui est vraiment important dans qu'est-ce que je dis. Des fois, justement, par exemple, j'ai dit travailler à temps partiel. Des fois, on va se dire, travailler en temps partiel, puis notre premier pourquoi serait, parce que je veux du temps pour moi. Mais plus on va loin là-dedans, puis plus peut-être que c'est parce que notre valeur, c'est de travailler, pas de travailler, mais c'est d'être avec notre famille. Donc là, tu sais, on va voir vraiment comme plus loin, puis on se dit, OK, je comprends un peu plus c'est quoi mes valeurs maintenant, puis ça peut m'amener à aller chercher un peu plus de vérité, de moi véritable à l'intérieur de ma vie, puis de comment je veux la vivre. Donc, ça, c'était la deuxième technique. Il y avait aussi une technique qui s'appelle l'exercice du flow, qui est dans le fond de repérer les moments où on se sent totalement absorbé dans une activité. Donc, ça peut être une activité de travail, ça peut être une activité à la maison, ça peut être des loisirs, mais vraiment de repérer ces moments-là où on se dit, écoute, j'ai pas vu le temps passer, j'étais absorbée dans ce que je fais, j'ai adoré ça, ou même si on n'a pas le sentiment d'adoration de ce moment-là, c'est vraiment comme si on se sentait bien. Après ce flow-là, justement, on se sentait super bien. Puis c'est de pouvoir les écrire une fois de temps en temps pour pouvoir retourner par la suite les voir, puis se dire, OK, ça, c'est vraiment des moments où je me sens bien, où je me sens investie dans ce que je fais. Puis ça peut nous amener à aller chercher des points un peu plus comme importants pour nous de qu'est-ce que notre vie a. Puis ça peut nous amener à les faire un peu plus souvent aussi. Donc, il y avait celui-là. Un autre exercice, je dirais, qui était la lettre du futur. Donc, on s'écrit une lettre où est-ce qu'on la date pour environ 5 ou 10 ans plus tard. Puis, on se décrit la vie idéale qu'on aurait à ce moment-là. Donc, tu sais, vraiment comment qu'on voit notre vie dans 5 ou 10 ans. Puis, avec ça, ça peut nous favoriser une clarté sur la lignée qu'on veut aller. Donc, si on voudrait, par exemple, changer complètement de voie, bien, au moins, on se dit, OK, si je me vois dans 5-10 ans, je me vois faire telle chose, comment je peux me rendre jusqu'à là? Puis la dernière que j'avais à dire, le dernier exercice, qui est un peu plus un outil visuel que celui-là aussi, je vais placer par la suite, c'est la roue de la vie. Donc, c'est un outil visuel qui permet justement d'évaluer le niveau de satisfaction dans différents aspects de la vie. Donc, il y a le travail, les relations, les loisirs. Ça, c'est les principaux, mais il y en a plusieurs autres aussi qui peuvent être placés. Puis, c'est de pouvoir voir justement c'est quoi le niveau de satisfaction dans chacun d'eux pour voir est-ce que la satisfaction est vraiment équilibrée alentour. Puis, si ce n'est pas, c'est d'être capable de voir, OK, ben exemple, j'ai un 2 sur 10 dans mes relations. Mais comment je peux faire pour rétablir cet équilibre-là à l'intérieur de ça? Donc, je trouve que c'est super intéressant la roue de la vie parce que justement, ça décortique en sections notre vie, puis ça nous permet vraiment de pouvoir aller chercher vraiment comme des buts, je dirais. Donc, tu sais, au lieu de se dire, OK, mais je ne sais pas quoi changer dans ma vie, j'ai aucune idée de par où commencer, je voudrais faire telle chose, mais là, au moins, on peut se dire, OK, ce qui est le plus important, ce que je me sens le moins en lien avec, puis le moins satisfait, c'est
cette partie-là de ma vie. OK, on va commencer par ça. On va essayer d'augmenter la satisfaction dans cette section-là, puis on va aller avec les autres par la suite. Donc, c'est les 5 que je voulais proposer justement aux auditeurs. Je ne sais pas si tu avais des commentaires dessus, si tu en avais déjà essayé ou si ça te fait juste penser à d'autres exercices que les gens pourraient faire aussi. J'ai déjà fait les lettres un peu. Oui. C'est plus sur 2-3 ans, mais j'ai fait récemment, donc ce sera dans 2-3 ans que je la lirai. Oui. Mais je trouve ça chouette ces exercices-là, même en fait, quand on les fait, de retirer toute limite et de se dire, mais je mets vraiment ma vie idéale, en fait. Et c'est un peu des exercices de manifestation. Et ça me fait penser au tableau de vision, Vision Board aussi, Oui. de prendre un support, peu importe ce que c'est, ça peut être une grande feuille, un carton, un mur d'une maison ou autre, et de prendre soit d'imprimer des choses sur Pinterest ou autre, ou de prendre des magazines. Et en fait, de couper le mental, de pas se dire je veux ça dans ma vie, je veux ça. Non, c'est juste de lire les choses. Et il y a une phrase, ça vous parle, vous découpez, pas se poser de questions, juste découper et après de les coller comme on veut assembler. Et des fois, c'est là où ça prend sens. Et après, c'est de tous les jours de l'avoir en visuel pour l'imprimer dans l'inconscient et que ça se réalise après dans la vie. Et ça, je trouve que c'est un bel outil aussi, le vision board. J'aime bien. Oui, c'est quand même super intéressant. Puis, je vais être honnête, je ne l'ai jamais fait encore. Puis, c'est quelque chose que je voulais faire la semaine prochaine. Je m'étais donné comme but, justement, de me faire un vision board. Fait que c'est vraiment drôle que tu en parles présentement parce que ça me rappelle qu'il faut absolument que je fasse ça. Parce que j'ai tellement vu de gens qui, justement, comme le font puis que ça marche tellement bien pour eux. Puis, je vois aussi le côté scientifique derrière tout ça, qui, justement, plus tu as une exposition à quelque chose que tu veux faire, plus tu y penses, plus tu vois les opportunités, puis plus tu vois les opportunités, plus tu peux le manifester par la suite, tu sais. Ouais, c'est vraiment cool. C'est la petite synchronicité. Alors, c'était le petit message de l'univers que il y a le vision board à faire. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Je voulais savoir aussi, avant qu'on aille dans la dernière section, qui est dans le fond un peu un genre de foire aux questions, des questions qui ont été le plus souvent posées. Je voulais savoir, est-ce que tu connais, parce que il y a toi qui as cette histoire-là justement de burn-out, que tu as eu aussi une dépression, tout ça. Est-ce que tu as d'autres personnes alentour de toi ou des personnes qui t'ont parlé aussi, qui ont aussi traversé des périodes difficiles puis qui ont réussi à sortir de ça peut-être de façon différente de toi ou... Après, je sais que j'ai certaines amies qui sont sorties on va dire, de situations plutôt toxiques, qui sont sorties de là et qui sont pareil en chemin pour faire quelque chose de leur vie qu'ils aiment. Mais c'est pareil, c'est peut-être le début du parcours aussi. Donc, mais après, de mémoire, là, il y en a sûrement, hein, mais là, si j'ai personne qui me vient vraiment, alors que je dois en avoir des personnes, mais c'est... Ouais, j'ai pas trop... Alors que ça se trouve, après l'interview, j'ai dit, mais si, il y avait cette personne, mais là, ouais. Écoute, c'est parfait aussi, en fait, parce que ça m'amène sur comme mon dernier petit point aussi, qu'on s'en rend pas nécessairement compte des personnes alentour de nous qui ont besoin d'aide ou qui sont dans un burn-out, puis tout ça. Donc, c'est quelque chose ici qui est intéressant à voir parce que justement, on en connaît tous probablement, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces personnes-là nous en ont parlé ou qu'on les a vus passer au travers de ça. Donc, je trouve que c'est une bonne façon. C'est pas nécessairement pour dire faut absolument être à l'affût puis être capable de le dénicher, mais c'est plus de voir à quel point que c'est plus commun qu'on pense, malheureusement. Puis que c'est aussi quelque chose qui est bien parce que pas nécessairement qui est bien dans le sens où d'avoir un burn-out, c'est bien, mais c'est bien de pouvoir voir qu'il y a d'autres personnes qui même sont physiques proches de nous, qui peuvent avoir vécu des choses, puis que cette ouverture-là, comme on en a parlé depuis le départ, l'ouverture de pouvoir se dire, écoute, j'ai besoin d'en parler,
des fois, c'est l'élément déclencheur qui va faire en sorte que les autres aussi vont pouvoir en parler, tu sais. Donc, c'est de ne pas avoir peur de pouvoir sortir un peu de ce cocon-là, puis d'essayer vraiment de pouvoir comme s'aider soi-même, parce que des fois, de s'aider soi-même aide d'autres personnes en même temps. Ben, c'est ça, hein. Je pense que on est tous reliés et puis quand on s'ouvre aux autres, on donne la possibilité aux autres de s'ouvrir aussi. Et ça, des fois, on l'oublie parce qu'on est peut-être dans notre douleur ou dans nos peurs, mais c'est là où quand on parle aux gens, parce que tu vois, des témoignages de A à Z, j'en ai pas, mais à d'autres personnes que je parle ou des fois que j'écoute, je me dis, mais en fait, même moi, je me dis, tu sais, des fois, j'ai l'impression d'être un peu le nombril du monde en disant, oh là là, mais quelle souffrance que j'ai vécue, parce qu'il y a eu d'autres choses dans ma vie, mais et en fait, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais t'es pas le nombril du monde, Ambre. Il y en a tellement de gens qui ont vécu des souffrances. En fait, j'ai l'impression que tout le monde passe par là. Parce que je sais pas, l'humain doit passer par là pour comprendre des choses, peut-être, mais je me dis, en fait, chacun a vécu avec, vu qu'on est tous différents, il y en a juste une rupture, ils passent à autre chose en 2 mois et puis ouais, ils sont avec quelqu'un d'autre. D'autres, une rupture, ça les met out pendant 2, 3 ans, ça les marque à vie. Donc c'est là où je me dis que chacun est différent et en fait la souffrance n'est pas égale à l'événement qui est déclencheur, quoi. Et même en parlant ou un petit peu pareil avec des clients ou avec d'autres collègues, je me dis mais en fait ouais, chacun, on a tous vécu notre lot de souffrance et chacun a trouvé un moyen pour se sentir mieux ou avoir de la résilience. Et c'est là où je me dis que c'est en parlant, en dénouant les langues qu'on peut apprendre de ça de l'autre parce que des fois on se dit oh, bah, je savais pas du tout alors que tu cohabites ou tu as un collègue de travail qui a vécu tout ça et tu ne le sais pas parce que tu n'as jamais posé la question ou parce que tu n'as jamais parlé de toi peut-être sur une souffrance et que lui, il a pu avoir la possibilité de rebondir et d'en parler aussi. Donc, Oui. ouais, c'est... hein, et c'est en même temps, ça fait mal au cœur de dire qu'on est si nombreux Oui. à être passés par la souffrance pour comprendre les choses. Oui, Donc, c'est malheureux justement. Puis c'est aussi malheureux, je trouve. Là, ça va de mieux en mieux pour ça, mais c'est quand même malheureux de voir que la société est encore quand même assez tabou, je dirais, avec ces problématiques-là. Là, tu sais, plus ça va, puis plus on voit justement une hausse de la santé mentale, puis de vraiment aller rechercher de l'aide pour la santé mentale. De plus en plus, les gens voient que c'est vraiment très, très important, mais ça a pris du temps là, avant de se rendre jusque-là. bah, c'est ça. Il a fallu le Covid. Hein, Oui. comme on regarde, c'est une énorme crise où c'est la première comme ça, en tout cas, qu'on ait vécu. Donc, d'un côté, on se dit c'est très négatif, mais peut-être que c'était un mal pour un bien, pour ouvrir les questionnements sur la santé mentale, même sur tout ce qui est défaillant dans la société, où les gens ont pu prendre conscience de plein de choses. Donc, je pense que c'est ça. Après, on part dans la résilience et de transformer un événement qui peut paraître négatif en quelque chose de positif et de changer sa vision des choses là-dessus. Par exemple, en France, là, je crois que c'est ça, il y a 12, je crois qu'on a le droit à 12 rendez-vous avec une psychologue gratuite, alors qu'avant, il n'y avait pas du tout ça. Et Oui. avec le Covid et les répercussions, ça a ouvert à ça, où on se dit, bah, il y a de l'avancée quand même, il y a des choses qui se passent, quoi. Oui, c'est ça. Puis honnêtement, j'aimerais vraiment qu'ils puissent faire ça aussi au Québec parce qu'on en aurait vraiment besoin. On aurait réellement besoin de pouvoir avoir certaines comme façons de faire comme ça. Donc, par exemple, 12 sessions avec un psychologue serait quelque chose de très, très important pour plusieurs personnes. Surtout que c'est assez dispendieux d'aller chercher de l'aide la plupart du temps. Donc, c'est très difficile pour des personnes qui ont moins de moyens. Puis ceux qui, justement, offrent des services à moindre coût ou offrent des services un peu plus communautaires, dans ce sens-là, ont des listes d'attente de fous, là. Bah, ça, même les cliniques, même là où je suis, je crois que les psychologues, ils ont de l'attente. Oui, C'est demandé, quoi. On voit qu'il y a besoin. oui, Donc après, ouais, voir pour peut-être former plus de gens. Mais c'est là où on se dit que je trouve ça, pour moi, c'est le reflet quand même d'une société qui est malade pour oui. en arriver là, quoi. C'est vraiment.
Pour moi, on ne devrait pas être aussi mal psychologiquement. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est pas. Et après, là, on arriverait sur le débat de la société, de tout ce qu'il y Oui. aurait à faire. Et là, on reprend le monde. Je vais juste mettre mon chargeur de portable. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est triste. Comme je dis, quand je vois beaucoup de gens qui sont en dépression, des jeunes qui ont mon âge ou un tout petit peu plus âgés, de me dire, mais c'est pas normal d'être dépressif ou d'être pas bien à nos âges, même quand, même plus vieux. Enfin, je veux dire, c'est d'avoir une crise dans la vie, oui, mais après que ça soit plusieurs ou autre, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, oui, effectivement. Donc, j'avais en fait deux questions plus spécifiques qu'il y a des personnes qui ont demandé souvent, puis que ça m'intéressait de pouvoir justement parler avec toi. Donc, surtout avec ton vécu à toi, puis tout ça, de comment que tu l'as vécu à l'intérieur de ton burn-out ou de ta dépression. La première question était justement comment gérer les journées difficiles. Donc, on sait que dans le burn-out et la dépression, il y a des journées plus dures que d'autres. Je voulais savoir justement, ça m'intéressait de voir comment toi, tu les as vécues, puis comment toi, tu as réussi à les gérer. Il y a plusieurs années, je gérais très mal. Ça m'arrivait de pleurer au travail et de pas être bien du tout. Maintenant, j'ai plus conscience, pareil, de mes émotions, de mon corps. Donc, c'est de prendre un temps, dès le matin, si on se sent pas bien, bah, de prendre un temps avec soi, de se parler intérieurement. Mhm. Bon, des fois, je me dis, si on m'entendait, on dirait que je suis schizophrène, mais bon, c'est pas grave. C'est de se dire bah, comment je me sens, comment. Et puis, pour moi, on a plusieurs petites entités en soi, et des fois, c'est de devenir soi-même être un parent pour soi. Des fois, c'est Mhm. notre petit enfant intérieur qui est triste parce qu'il n'a pas assez de joie, parce qu'on rigole pas assez, on joue pas assez. Donc, des fois, pourquoi pas de se parler en disant, bah écoute, je m'entends ou j'entends ta souffrance, j'entends que tu manques de ça, je le prends en considération, mais là, comme si on parlait à un enfant, en fait, dire, bah là, par contre, je vais aller au travail, mais dès que je rentre du travail, je gère ça. En fait, c'est un peu d'arriver à mettre l'émotion en attente, de la reconnaître, Mhm. de la mettre en attente et de savoir qu'elle sera traitée le soir pour pas que ça, on va dire que ça impacte trop quand on est au travail, mais de la reconnaître parce que moins on les reconnaît, plus elles vont se manifester et surgir à des moments qu'on n'a pas forcément envie. Donc, je pense que c'est important, ouais, le dialogue intérieur et l'écoute de ça. Et puis après, quand on est dans un endroit sécure, où on est bien, bah, de libérer les émotions, que ce soit par des pleurs, des cris, que ce soit l'écriture. Moi, je sais que pour moi, l'écriture, ça m'aide énormément. D'écrire Mhm. tout ce que je ressens, comme ça me décharge. Que ce soit aussi l'art, si on aime faire des choses. Par exemple, moi, au début, je ne savais pas peindre et je m'y suis mise comme ça. Et ça a été aussi un peu un exutoire sur certaines choses. Donc, Mhm. bon, ou de la musique, ou du sport. Il faut trouver son truc, je pense, qui nous parle pour toujours pareil, d'abord de reconnaître cette émotion qu'elle est là, mais après de la lâcher et d'en faire un moteur pour autre chose. Ouais. Ouais. Non, c'est en fait c'est super parce que justement c'est comme ça que j'aurais dit aussi les choses. Puis Mm. j'ajouterais aussi de savoir et de comprendre aussi que c'est correct, que ça arrive Oui. des journées difficiles. C'est il faut se donner aussi il faut se donner la chance d'avoir ces journées-là des fois. Surtout, je dirais, lorsqu'on est, par exemple, on commence à reprendre du poil de la bête, puis qu'on commence à revenir plus haut, c'est jamais linéaire. Donc, Mm. euh, peu importe si c'est la dépression, le burn-out, si c'est de revenir d'une maladie, même des fois avoir un rhume. Des fois, on peut avoir 2 ou 3 journées où on se sent super bien, puis la journée d'après, on se sent mal. Mm. Ça peut arriver. Ça arrive n'importe quand, puis c'est normal. Puis c'est de pas se sentir comme si pas nécessairement comme si on retombait dans le fond. Mm. De pas se sentir tu sais, je suis nulle, je suis pas capable de rester dans cette lignée à aller mieux. Non, c'est pas linéaire. Bah, Donc, c'est ça, la vie n'est pas linéaire et surtout nous, en tant que femmes, on a aussi un cycle. Les hommes aussi ont un mhm, cycle, mais nous, on est
régler aussi sur notre cycle hormonal. Après, chacune, il y en a, ils ont des contraceptifs hormonaux autres, mais de base, on est cyclique, donc on ne peut pas être linéaire. Et après, Exact. ça a été tout un... Encore avec la société quand même patriarcat, on a voulu faire comme les hommes pour être reconnus, pour avoir les mêmes droits. On a fait taire un peu cette part-là où faut être toujours la même chose, ressentir toujours la même chose, être linéaire, toujours être de bonne humeur parce que c'est bien vu. Et en fait, là, on est en train de se rendre compte et de déconstruire ça, de dire non, en fait, la vie, c'est mouvement. Ça peut pas être rigide et droit comme ça. C'est des vagues, des hauts, des bas, des moments c'est un peu plus calme, après ça remonte. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est d'accepter de vivre dans la danse de la vie, des cycles, et que c'est aussi les cycles de la nature, parce que pareil, on nous demande en hiver d'être hyper productif ou autre, mais en fait, tout le monde a envie de dormir en hiver parce que c'est le cycle de la nature où on a moins d'énergie, on est plus en hibernation, sauf qu'on l'écoute même pas, ça. Donc, il y a des gens qui sont encore moins bien parce que on va à l'encontre de la vie elle-même, quoi. Bon, après, c'est encore d'autres sujets, mais c'est c'est des choses où je prends de plus en plus conscience et je me dis, mais il y a un non-sens. C'est terrible. Oh oui. Oui. Sinon, la dernière question qui était posée avait été de comment établir des priorités quand on se sent dépassé. Donc, de ton côté à toi, comment tu as réussi à justement, comme te dire, OK, j'ai certaines choses à faire que je suis obligée de faire, mais j'ai besoin aussi d'avoir mon moment à moi, c'est surtout quand on est dans un burn-out, il faut se prioriser, mais il y a aussi des priorités de la vie qui existent. Donc, vraiment, de comment pouvoir comme ménager ça. C'est une bonne question. Après, je pense d'être à l'écoute de soi, comme on disait, de reconnaître les émotions, de faire un peu une libération émotionnelle s'il y a. Et après, déjà, quand on a fait ça, on se sent plus léger. Donc, de se prendre ce temps-là pour soi, de se reposer, puis après, de se dire, bon, là, je vais faire une tâche après l'autre. Et au lieu avant, on aurait fait tout la même journée, là, c'est d'arriver à soi-même se poser des limites et se ralentir, se dire, voilà, par mon ménage, je voulais faire tout d'un coup, là, non, je vais juste changer les draps aujourd'hui, demain, on fera les sols, et après-demain, on fera la poussière. Ou j'en sais rien, quoi, dans l'ordre qu'on veut. Mais de découper les choses, parce que le corps a besoin de temps et qu'on peut plus, en fait, tout faire hyper vite, être performant. Donc, je pense que c'est de découper les tâches et après de prioriser dans qu'est-ce qui est le plus important à faire. Par exemple, là, j'ai besoin de manger. Le plus important, c'est de me faire à manger. Le ménage, ça sera plus tard. Ou tâches administratives, là, c'est les impôts. Je sais pas, il faut que je les rentre demain. Bon, là, je suis obligée. Là, il faut quand même que je m'y mette. Donc, je pense d'aller faire on va dire, petites tâches qui demandent de l'énergie, puis après du repos et faire quelque chose qui nous fait du bien. Trouver un équilibre Oui, par rapport à ça. j'aurais pas dit mieux là-dessus. C'est justement le fait de pouvoir avoir justement comme des blocs, je dirais, des choses qui sont vraiment importantes à faire, puis que non seulement elles sont importantes, mais elles sont non négociables. Donc, il faut vraiment il faut les faire, tout ça. C'est complètement différent d'une tâche qui est importante, mais qui est négociable. Donc, justement, par exemple, de manger, c'est non négociable. On doit manger. Par contre, de faire le ménage, c'est important, mais c'est négociable. Donc, ça peut être plus tard. Puis, encore une fois, il y a aussi des tâches qui sont non importantes, mais qui sont négociables, comme par exemple, je dirais, par exemple, là, on est dans le moment des impôts, donc ça fonctionne pas. Mais je dirais, admettons, on est au mois d'août, puis on pense aux impôts. Tu sais, à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui, tu sais, c'est important les impôts, mais c'est pas quelque chose qui était obligatoire, que c'est obligatoire que tu le fasses au mois d'août. Tu sais, il y a un autre moment pour ça. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est négociable. Tu sais, puis tout ce qui a rapport avec les tâches qui sont non importantes et qui sont négociables, là, c'est la dernière chose. Tu sais. Si, par exemple, on s'est dit, j'ai le goût d'aller me faire teindre les cheveux ou j'ai besoin d'avoir une manucure, tu sais, si tu n'as pas l'énergie pour le faire, tu n'as pas besoin de te sentir mal, tu sais, parce que c'est dans cette catégorie-là qui est complètement négociable puis qui est
aucunement importante à ce moment-là. C'est C'est ça. comme, ça revient un peu au cycle, je dirais, justement, de comme, bon, ben, toutes les choses qui sont vraiment importantes et qui sont non négociables, là, à ce moment-là, on peut les faire. Puis on peut se trouver un moyen, par exemple, au travers de la semaine ou quelque chose comme ça, de devoir les faire. Ce qui est plus quotidien, comme manger, ben, au moins on peut se dire, c'est surtout dans les périodes les plus dures, on peut se dire, écoute, il faut au moins que je mange une fois par jour. À ce moment-là, au moins, on est capable de continuer à bien se sentir parce qu'on s'entend la nutrition, c'est la chose la plus importante. Donc, on a ça puis le sommeil. Donc, c'est les deux choses les plus importantes, disons, là. Donc, tu sais, puis là, après ça, on peut descendre la liste. Hein. C'est ça. Et puis surtout, ne pas culpabiliser parce que ça renforce le mal et ça sert à rien. Là, c'est pareil, on est beaucoup à se culpabiliser soi-même ou être dans cette énergie-là de oh, j'ai pas fait ça, bah c'est pas bien, et puis machin, et puis on se flagelle. Alors qu'on n'a pas besoin de ça, on est déjà assez mal. Donc, bah, s'il y a un truc qui n'est pas fait, bah, c'est pas grave. Ça sera fait le lendemain. Donc, ça, c'est important aussi de ne pas se culpabiliser. Ouais. Ouais. Mais écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te parler. Moi, j'encourage présentement les auditeurs à aller chercher, s'ils ont besoin, à aller chercher de l'aide, à prendre surtout soin de leur santé mentale, peu importe qu'est-ce qui se passe, même si une personne pense que leur santé mentale est bonne, de juste faire un check-up, de juste vérifier, voir qu'est-ce qui pourrait être optimisé, qu'est-ce qui peut être relâché aussi, juste pour voir si vraiment tout va aussi bien que l'on le pense, parce que des fois, on n'y pense pas, justement. On l'a mis en arrière, puis là, soudainement, ça explose. Donc, on essaie de se rendre à quelque part entre les deux, disons. On veut pas que ça explose, puis on veut savoir s'il y a quelque chose qui se passe avant que ce soit trop tard. Bah, c'est ça. C'est comme une voiture. Hein. On essaye Oui. de faire la vidange ou de faire les entretiens avant d'avoir un accident. Donc, Oui. notre corps, c'est la même chose. Il y a besoin d'attention, d'entretien et on est dans une vie incarnée. Donc, on n'a pas le choix de prendre soin de nous si on veut vivre la meilleure vie qu'on a envie de vivre. Je pense que c'est important de renouer aussi le lien avec notre corps, de ça. Bon, je reviens toujours un peu au corps, mais pour moi, c'est important de faire attention à ça. Non, c'est très important. On en a juste un corps. Donc, c'est très important d'y faire attention. Pour l'instant, on n'est pas des robots de Elon Musk, donc bon, non. on va prendre soin de notre corps. Hein. C'est ça, oui. Puis sinon, aussi, j'encourage les auditeurs à pouvoir partager leur propre témoignage. On en a parlé tantôt que c'est super important de pouvoir savoir qu'on n'est pas seul. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent présentement à pouvoir apposer leur témoignage, à pouvoir commenter sur cette vidéo-là, puis tout ça, à vraiment pouvoir parler de ce sujet-là, parler de leur burn-out si ça leur tente, parler de leur dépression si ça leur tente, de pouvoir savoir c'était quoi leur problématique, mais aussi leur bon coup qui est arrivé. Donc, on veut vous entendre. C'est ça, c'est important et puis ça permet d'avoir de l'entraide aussi mutuelle, de se dire, bah tiens, la personne, elle vit la même chose que je suis en train de vivre, donc pourquoi pas la contacter ou avoir ce témoignage et ça nous parle. Et je pense que c'est important, ouais. Oui, c'est très, très important. Donc, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te parler. Puis, j'espère vraiment qu'on va avoir une autre rencontre comme ça ensemble. Ben, moi aussi, ça m'a fait très plaisir, même si c'est vrai que c'est un peu une première fois pour moi. Et comme on dit, il faut des premières fois pour tout. Et c'est vraiment chouette si on peut faire passer des messages et aider d'autres personnes. Ouais, c'est important. Ben, je souhaite à tout le monde une excellente journée ou soirée, dépendamment de où est-ce que vous êtes dans cette écoute. Puis, on se revoit pour une autre fois. Donc, merci beaucoup à tous d'être venus ici et de nous avoir écoutés. Merci, au revoir. Au revoir.